Pour moi, le culturisme ou le bodybuilding, c'est pas un sport. C'est du développement personnel, en fait. Après, j'ai eu la chance de rencontrer Arnold Schwarzenegger lorsque j'étais en Californie. J'aurais pu rester planqué au Québec comme certains, ou à l'étranger. Mais par contre, je voulais revenir en France pour être dans les tranchées. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. On est sur une pandémie d'antibiorésistance. C'est compliqué. C'est vraiment la jungle des compléments alimentaires. Moi, tu sais, dans mon congélateur, j'ai des McDonald's. Très peu de personnes ont accès à du vrai jambon. Le vrai jambon, déjà, est un peu répulsif parce qu'il n'est pas rose, il est gris. 3/4 des personnes vont dans les supermarchés. Valérie qui a installé le truc, elle a sorti le ketchup. Ah, il faut que je te parle du ketchup aussi. Grosse anecdote sur le ketchup. Bon, Gilles, merci d'être venu. Merci de m'accueillir, Florian. Avec grand Très plaisir. heureux d'être ici avec toi, Ouais. chez Nutriméa. C'est chouette. Pouvoir se voir enfin, là. Oui, beaux locaux. Et puis surtout, plein de bons produits. Plein de bons produits. On va pouvoir aborder pas mal de sujets ensemble aujourd'hui, notamment autour de la nutrition, de la santé, mais aussi de la supplémentation. Je te propose qu'on fasse déjà un petit récap sur ton parcours dans le monde de la nutrition, les enquêtes que tu as pu mener dans l'industrie agroalimentaire. Donc, qu'est-ce qui t'a vraiment donné l'envie d'écrire HIT ? C'est les enquêtes dans le milieu de la maltraitance animale. Ça a commencé début des années 2000, en fait. J'ai fait des enquêtes avec Valérie dans le sud de l'Espagne, où en fait ils maltraitaient les galgos, les levriers, en fait. Et c'est des chasseurs qui n'utilisaient pas de fusil, en fait, et qui utilisaient des chiens pour la chasse, notamment au lapin, au lévrier, etc. Et donc avec une race de chiens donc, qui s'appelle des galgos, les galgos, et puis aussi donc d'une race de levriers. Ces gens-là ont des meutes d'une vingtaine de chiens. Et à la fin de la chasse, ils gardent que les deux meilleurs, en tout cas. Et puis les autres, ils les abattent. Ok. Mais ils les abattent en les torturant. Parce qu'ils ont, si tu veux, ils ont vexé leur maître. Voilà. Ils n'ont pas répondu à ses attentes. Donc ils vont les pendre dans une forêt, en fait, avec la position du pianiste. C'est-à-dire qu'ils les pendent haut et court, mais en fait, en leur laissant les pattes sur le sol, et ils agonisent pendant des jours. Ok. C'est pas la façon la plus horrible. Ouais. Plus horrible, hein. Ils les piquent à l'eau de Javel, ils les font, ils les envoient dans des puits. C'est une très bonne introduction, en fait, Des pour ton trucs podcast. sympas. Hein. Ouais, c'est des trucs sympas. Tu flingues l'ambiance d'un coup, tu vois. Non, mais c'est vraiment ce qui. En fait, j'avais vu un reportage avec Valérie sur 30 millions d'amis. À l'époque, j'avais un groupe de communication où je travaillais là, voilà, dans la com, j'avais des relations avec les médias. Ça m'a tellement, si tu veux, heurté, que je suis allé faire, voilà, sur place, faire une enquête d'investigation. Ça a été la première enquête d'investigation dans ce milieu-là. On a récupéré, en fait, des chiens, et puis on les a, comme ça, amenés en France pour être adoptés. Il y a des associations, en fait, qui font toujours ça, actuellement, parce que, en fait, c'est une chasse qui est interdite en Europe, mais bon, c'est aussi les méandres de l'Union européenne. C'est encore en activité en Espagne. Mais en parlant avec certains Espagnols, il y en a quand même de moins en moins. Et c'est dans le sud de l'Espagne, c'est plutôt des gens voilà, qui sont pas très fortunés, qui utilisent ce genre de chien. Donc ça m'a donné le goût, par obligation, un petit peu de dénoncer et de partager cette information. Et en diffusant ce documentaire, j'ai été approché par des personnes qui font partie d'une association qui est considérée comme terroriste aux États-Unis, c'est l'Animal Liberation Front, le Front de libération des animaux, qui, eux, interviennent dans le domaine de la vivisection et qui vont donc sauver des chiens de cette pratique horrible qu'est la vivisection, qu'on devrait aujourd'hui complètement abolir. Et donc, ces personnes-là, notamment la personne qui m'a approché, m'a parlé de l'organisation, et puis il m'a demandé si, parce qu'à l'époque, je faisais toujours beaucoup de sport, j'étais beaucoup plus massif qu'aujourd'hui. Et il m'a dit, toi, tu dois faire la culture physique et tu dois manger beaucoup de viande. J'ai dit, non, c'est peu de viande, mais quand même beaucoup de poulet. J'ai dit, bien, je te mène dans des élevages, si tu veux, intensifs. Tu sais comment sont élevés, en fait, les animaux que tu manges? Bah, je lui ai dit non. Et là, les premières enquêtes, donc, qui étaient dans une usine de cochons, où j'ai vu l'état, en fait, de ces cochons qui sont élevés pendant 6 mois dans des conditions complètement concentrationnaires. Ça pue, ils mangent là où ils chient, enfin, c'est du lisier, c'est complètement... c'est abject. Voilà. Tu peux pas aujourd'hui ressortir indemne de ce type d'enquête. Ensuite, je suis parti au Québec, j'ai continué ces enquêtes-là. Donc, au niveau des poulets, c'est la même chose. Ça m'a donné l'envie, justement, d'écrire HIT. Ça a été la première enquête qui a été le fil déclencheur de HIT, parce que je voulais faire un livre aussi sur l'alimentation. Ensuite, j'ai rencontré un professeur, le professeur émérite Pierre-Marie Martin, qui est mon parrain dans la médecine, qui m'a ouvert les portes de ce monde quand même assez obscur, qui est la médecine moderne, en tout cas très protégée. Et c'est le premier qui m'a parlé des perturbateurs endocriniens.
Des quoi? C'est un nom bizarre. Aujourd'hui, on connaît ce terme-là, perturbateur endocrinien. Et lui, il m'a parlé donc de ces perturbateurs endocriniens, il m'a parlé de la nourriture, des, toutes ces molécules toxiques, enfin molécules chimiques, on va pas dire toxiques, les molécules chimiques qui étaient dans notre nourriture moderne, et notamment des perturbateurs endocriniens qui sont également dans les plastiques, qui influent sur notre système hormonal et qui sont directement liés à nos maladies modernes. Et avec tout ça, bon, je sortis d'une faillite personnelle. J'avais plus rien en fait. On était parti avec Valérie nous reconstruire au Québec et on a choisi d'écrire Hit comme ça, un petit peu la fleur au fusil. Hein. Et ça a donné voilà, ce succès, plus de 100 000 exemplaires vendus sur 10 ans, après plein de passages télé, etc. Donc ça m'a mis sur une autre voie. Ça m'a permis de rebondir au niveau entrepreneuriat, parce que je sais que tu es un jeune entrepreneur et que tu es passionné par ça. Je le suis encore. Quand tu es entrepreneur à vie en fait. Et pour moi, c'est une réelle passion. Et ça m'a permis également d'être autonome et surtout de garder mon indépendance. On a créé notre société d'édition. On n'est pas du tout, je ne suis pas contraint, si tu veux, à rendre des comptes à quiconque. Et pour moi, ça, c'est très important. J'ai la légitimité aujourd'hui d'apporter un point de vue qui est indépendant, même si je collabore avec toi. C'est la première société en fait avec qui je vais collaborer étroitement. Et pour moi, c'est important de savoir voilà, de connaître les produits, de connaître savoir comment vous fonctionnez. Fait. Voilà, et puis je suis revenu en France, pas pour rien. Hein. J'aurais pu rester planqué au Québec comme certains, ou à l'étranger, et puis ouvrir ma gueule, parce que j'ai quand même une grande gueule, comme tout Marseillais. Mais par contre, je voulais revenir en France pour être dans les tranchées. Voilà, ouais. Donc, je sais que tu es une société française et que tu as des produits en fait que j'utilisais. Et puis, Ouais, c'est le hasard Luc nous ont qui m'avait fait dit ça. que Luc, qui est un lecteur de hit en plus, donc voilà, le monde est petit, Tout se recoupe. tout se regroupe, ouais. Donc voilà comment est parti Hit, donc sur les enquêtes, donc par rapport à la maltraitance animale. Ensuite, l'industrie agroalimentaire, ça a dérivé rapidement vers les lobbies pharmaceutiques aussi. Les lobbies dans l'agroalimentaire sont très très puissants. Et je me suis rendu compte, en fait, du poids que représentent les aliments transformés dans notre alimentation, qui sont directement liés à tous les problèmes qu'on va évoquer, le surpoids, les maladies chroniques, la Rajout fatigue, etc. d'additifs, de sucre, d'arômes artificiels, Oui, toutes toute ces la choses-là. nourriture, en fait, post-société moderne, en fait. C'est la nourriture qui est apparue dans les années 70. Moi, j'ai un marqueur, en fait, je suis vraiment... c'est pour moi un marqueur sociétal très fort, de changement également de civilisation. C'est la fin des années 60, notamment mai 68. On parle beaucoup de la révolution étudiante, mais il n'y a pas que. C'est aussi une révolution sociétale, et avec le développement, notamment de la nourriture transformée, parce que les femmes se sont mises sur le marché du travail, comme les hommes. On a déserté les cuisines, certaines par choix, d'autres par obligation, parce qu'aujourd'hui, je dirais, il faut que les deux personnes travaillent pour pouvoir payer leur vie. Donc on essaie de gagner du temps, et les industriels ont répondu à la demande. C'est pas la faute des industriels, en fait, la nourriture ultra transformée, c'est notre faute. Nous choisissons ce que nous mangeons. Mais on n'a pas le temps, on préfère la facilité. Et puis, comme je dis, on mange plus par gourmandise que par nécessité. On mange parce que c'est bon au goût. Sauf dans certains cas. Moi, j'adore le milieu du bodybuilding pour ça. Tu peux leur faire manger n'importe quoi, mais il faut que ce soit bon pour leur corps. Il y Voilà. a un terme récent, Peu importe c'est le goût, le etc. palais de Doberman. C'est ça. Après, bon, j'exagère. Non, mais oui, c'est Mais vrai. en fait, j'ai rencontré justement dans ce milieu-là, parce que j'ai eu la chance de rencontrer Arnold Schwarzenegger, parce que j'étais en Californie, donc j'avais 18 ans, au milieu des années 80. C'est là où j'ai passé mon diplôme de nutritionniste, parce que je me suis rendu compte que la nutrition, moi j'avais un complexe, j'étais très très maigre, ectomorphe, 1m90, 70 kilos, donc je me sentais un squelette, tu vois, avec des bras, des fils de fer, des jambes, des spaghettis, voilà. Et j'étais face, non pas à mes idoles, mais c'est vrai, comme tous les gamins de mon âge, fantasmés sur les super-héros. Et j'ai vu en chair et en os tous les champions des années 80, que ce soit Arnold Schwarzenegger, Tom Platz, Bob Paris, etc. Des noms aujourd'hui qui peuvent parler peut-être à certains, hein, de mon époque. C'était une belle période là, en fait, avec très très beau physique, énorme également. Mais je voyais que ces gars-là, en fait, mangeaient tout le temps. Ils avaient tout le temps des tupperwares, etc. Ouais, c'était 8 repas par jour. Oui, quasiment, quasiment. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, assez peu de protéines, parce que les protéines sont arrivées sur le marché dans ces années-là.
Et moi, quand je suis revenu des États-Unis, je suis revenu avec, dans mes valises des protéines Weider. Des protéines qui étaient, je pense, de la caséine à l'époque. Comme je te disais, quand on les shakeait, il fallait boire rapidement parce que si on les laissait sécher, en fait, tu oubliais de rincer le shaker. Le lendemain, tu en avais un deuxième, en fait. Ça avait plastifié tout à l'intérieur. Mais paradoxalement, je pense qu'il y avait beaucoup moins d'additifs qu'à l'époque. Tu vois, il n'y avait pas tous les compléments qu'on connaît aujourd'hui, en fait. Et en discutant avec ces champions à l'époque, il y en avait assez peu, en fait, qui utilisaient les poudres de protéines. Ils étaient encore à l'ancienne, la vraie nourriture, la nourriture solide. Mais l'empire Weider, tel qu'il est devenu après dans les décennies, dans les années 80-90, s'est appuyé vraiment sur le développement des compléments alimentaires, notamment la protéine, les BCA, les packs de vitamines avaient des cachets, mais mon gars, ils étaient gros comme le pouce, les cachets, tu vois. Il fallait que tu les avales et qu'ils passent bien, tu vois, de façon verticale. S'ils les mettaient à l'horizontale, tu te bloquais la gorge. Enfin, voilà. Mais donc, j'ai connu tout ça. J'ai connu ces premières publicités où Weider est allé chercher des gars comme Arnold, etc., qui étaient à l'époque, il faut le dire, hein, ils étaient sous testostérone, sous dianabol. Je ne pense pas que leur hormone de croissance était active à l'époque. Donc, ils étaient ce on peut dire dopés. Hein. Et il y a eu un peu ces premiers mensonges en faisant miroiter à des jeunes comme moi. Exactement, c'est ça le truc. Je pense que c'est arrivé parce que les gens voulaient arriver au même type de physique sans se doper pour autant, en espérant que le résultat serait le même. Oui, alors en même temps, tu vois, moi, ça m'a construit tu vois, le principe du no pain, no gain. Le fait de s'instruire aussi, parce que ces gars-là, notamment Arnold, avait toujours un livre dans son sac. Le Tupperware et un livre, tu vois. Donc, et c'était des personnes qui prenaient, qui attachaient beaucoup d'importance à ce qu'ils mangeaient. Donc, à préparer, tu vois, leur nourriture, bon, c'était très basique. Hein. C'était du riz, c'était du poulet, de la viande à profusion, bien entendu. On était sur des préceptes de base, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y avait tous les compléments chimiques qui pouvaient, ils pouvaient manger 5-6 000 calories. Ils arrivaient, j'irais à tout digérer. Donc, mais si tu n'avais pas ce support entre guillemets médicamenteux, tu avais des résultats bien moindres. Mais à cette époque-là, sans être dopé, j'ai pris plus de 10 kilos les 2 premières années. Et c'est des personnes en fait qui étaient motivantes, Après, il y a eu quand même une dérive au niveau de la communication, je pense. Il y a toujours aujourd'hui, hein, voilà, des gars qui présentent soi-disant des avantages produits au niveau des compléments. Je ne dis pas que ce sont des allégations mensongères. En tout cas, il faut qu'il y ait les fondations. Pour moi, l'alimentation, c'est les fondations d'une maison. Les compléments alimentaires, c'est pas la déco, c'est le reste en fait. Ça peut être les murs, ça peut être, tu vois, donc les meubles, etc. Donc ça fait partie en fait d'une alimentation. Aujourd'hui, moi je me supplémente depuis cette époque-là, depuis plus de 40 ans. Tu vois, la spiruline par exemple, je t'ai partagé, c'est ma morning routine depuis maintenant quasiment 10 ans. C'est un fantastique multivitamine. Faut arrêter tous les multivitamines en fait, voilà. C'est un fantastique multivitamine, c'est un antioxydant d'une puissance C'est rare. l'aliment le plus puissant de l'univers, mon ami. Voilà. C'est génial. Non, mais C'est vrai. d'ailleurs, ça ressemble à la kryptonique. À la kryptonite, C'est tu vois, ça. de Superman. D'ailleurs, ils ont trouvé les premières traces de spiruline sur une météorite. Ok. C'est ce que dit la légende. Ah, ouais, c'est ça, d'accord. Ok, mais c'est intéressant. C'était quand, du coup, on était à la base sur Hit, l'objectif que tu avais en écrivant ce livre, est-ce que tu as un objectif très précis en tête? Ou tu l'as fait vraiment par passion au départ? J'ai toujours entrepris par passion. Donc, j'avais plus rien, juste une petite réserve d'argent pour tenir 1 an ou 2. On a fait un petit peu, comme on dit, table. On met tout sur la table, comme dans les casinos. Et puis, voilà, on a peut-être eu de la chance. En tout cas, il est tombé au bon moment. Il y avait une image avec la couverture qui est vraiment une couverture aujourd'hui qui marque encore les esprits. C'était pas une courgette, un poireau, un brocoli, tu vois, ou une image d'un cochon égorgé. D'ailleurs, j'ai tout fait en noir et blanc pour pas effrayer les personnes, parce qu'il y a des images quand même assez horribles des abattoirs à l'intérieur. Mais la couverture, en fait, parce que je suis issu du monde de la musique. J'ai été musicien, j'étais producteur, donc j'ai eu un label. Je sais l'importance de l'image aujourd'hui. On vit dans un monde de l'image. Donc pour moi, les couvertures de mes livres sont très importantes. Pas aussi importantes que le contenu, mais ce qui se permet d'accrocher en fait le futur lecteur. Après, il faut que le contenu soit à la hauteur, bien entendu. Mais pour moi, c'était
C'était vraiment très important d'être toujours novateur, avant-gardiste, et puis bousculer un peu les idées reçues. Et puis, il était devenu vraiment un game changer. Et je suis arrivé, en fait, avec ce courant végan. Et contrairement à ce que certains peut-être pourraient penser, alors, c'est vrai que j'ai été végan lorsque, quasiment pendant un peu moins d'une année, mais c'était au Québec. C'était vraiment pas l'endroit idéal, parce que j'ai eu des hivers entre moins 40, moins 50. C'est pas là où tu vas manger que des végétaux, quoi. Mais malgré tout, je suis passé en fait du tout au tout. C'est grande erreur, grande erreur. Quand on change de mode alimentaire, il faut y aller progressivement. Mais par rapport aux enquêtes qu'on a faites, Valérie mangeait un peu moins de viande que moi, mais enfin, en tout cas de volaille et d'animaux. Mais j'ai tout arrêté, en fait, les œufs, le lait, etc. Ok. Parce que j'avais fait ces enquêtes-là, et c'était plus un réflexe émotionnel, si tu veux, que rationnel. La viande, donne pas le cancer. Tout dépend combien on en mange et quelle viande on mange. Tu vois, Comment elle est après, produite, comment elle est etc., produite, etc. etc. Mais la plupart des végans, puis j'ai fait l'enquête dans mon dernier manifeste, la jungle alimentaire, la plupart des végans, c'est des jeunes. Il y en a moins de 100 000 en France, tu vois, c'est un épiphénomène, on entend beaucoup, beaucoup parler sur les réseaux. Il y a moins d'1% de végétariens en France. Moins d'1%. C'est-à-dire l'ensemble de la population est omnivore. Donc moi, mon travail aujourd'hui, c'est vers les omnivores. Donc, pour leur donner des bons conseils, on va peut-être les donner ces 7 grands principes d'une alimentation saine, tu vois, avant de penser aux compléments. Bien Et sûr. il faut, voilà, D'abord avoir, l'alimentation. je pense, ouais, On est bien je d'accord. pense. Alors, aujourd'hui, ton objectif, c'est plus de conscientiser et d'essayer de faire en sorte que les gens mangent moins de viande de manière plus responsable ou qu'ils n'en mangent plus. C'est la viande et c'est un peu l'arbre qui a caché la forêt. On en a beaucoup parlé avec HIT, parce que je t'ai dit, il y a ce courant végan qui est apparu. Il y a eu des enquêtes aussi qui ont été diffusées. J'ai collaboré avec eux, avec L214. Tu vois, la fameuse association, voilà, avec des images qu'on a prises dans des abattoirs, etc., qui sont réelles, en fait. Oui, c'est pas du fantasme. Mais on a oublié que pour moi, le principal, en fait, danger, le sucre, bien évidemment, mais c'est les aliments transformés. C'est pas une question de viande. Moi, j'en reviens aujourd'hui au principe de Serge Renaud, c'est le régime méditerranéen. Donc, c'est vrai que la viande, on en mange beaucoup trop par rapport à nos anciens, qui eux manquaient de tout. Mais en fait, la viande est peut-être nécessaire pour certaines personnes. Il y a certaines personnes qui sont végétariennes, même végans, qui peuvent être en bonne santé. Par contre, c'est très compliqué. Je connais très peu de végans qui vont élever leurs enfants avec un mode alimentaire végan, hein. Ça veut quand même tout dire. Après, c'est un choix de vie, c'est un choix personnel. Moi, je ne fais pas du prosélytisme, je n'impose pas du tout un choix à quiconque. Je transmets juste des informations. Après, c'est à chacun de choisir. Mais la viande n'est pas le principal. Ce que tu veux dire, c'est avec l'apparition du mouvement vegan, tu entre guillemets, il t'est passé pour un livre, enfin, ou en tout cas, tout ce milieu-là a pensé que tu étais contre la viande, alors que tu parlais surtout pour toi d'aliments transformés, d'additifs, de sucre, et de revenir à une alimentation plus saine avec moins de viande, mais pas zéro viande. Oui, après, je ne peux pas cacher aussi mon positionnement. J'étais vraiment très, très en colère il y a 10 ans. C'est ce qui est normal. Quand tu découvres comme ça tes horreurs, j'ai voulu vraiment mettre en avant l'alimentation végétarienne. C'est pas du tout en retournement de veste, tu vois. Parce que j'ai été moi-même donc végan. Donc après, il faut être raisonnable. J'ai toujours fait une très grosse différence entre l'élevage intensif et l'élevage dit traditionnel. D'ailleurs, dans mon livre, tu verras, je ne parle jamais de ni végan, végétarien, omnivore. Pour moi, tout ça, ce sont des catégories qui sont très clivantes. On n'a pas à nous classer par rapport à notre mode alimentaire. Par contre, ils peuvent privilégier l'élevage, je dirais, traditionnel. Et ça, c'est un message que ne peuvent pas entendre les végans. Et pour moi, tout ça, c'est de l'utopie. L214 a fait un travail fantastique. Parce qu'ils sont arrivés avec d'autres associations à ce que cette année, en fait, en 2025, il n'y a plus d'élevage de poules en cage pendant les œufs. C'est pas encore actif, hein. En principe, ça doit être cette année. Tout comme Brigitte Bardot, qui à l'époque a réussi à imposer le matador. Avant, on assommait les bœufs à coups de massue, hein. Là, le matador, donc c'est une espèce de tige avec une pointe donc en acier et qui va donc perforer le cerveau et qui va étourdir l'animal. Sauf dans l'abattage rituel. Donc, pour parler un peu de l'abattage rituel, même ceux qui travaillent dans les abattoirs me disent que lorsqu'il y a les jours d'abattage rituel,
C'est une véritable boucherie. Et il faut savoir que l'abattage rituel est de plus en plus, je dirais, important, non pas parce qu'il y a de plus en plus de musulmans, mais il n'y a pas de corrélation, mais parce que les musulmans, tout comme je dirais, les personnes donc judaïques et le cachère, etc., ne vont manger qu'une certaine partie des animaux et pas d'autres parties. Donc les autres parties vont être vendues je dirais, à tout le monde. Il n'y a pas aujourd'hui sur les étiquettes il n'y a pas le mode d'abattage, tu vois. C'est pour ça, en fait, que le halal, notamment, est très, très répandu, parce que ça a permis de vendre je dirais des parties Qui aurait été jeté à la poubelle, sinon. Exactement. Alors, on avait parlé de deux, on va dire, thématiques, mais je pense que ce serait intéressant de les relier en une seule. D'un côté, les fondamentaux d'une alimentation saine, donc les principes que tu évoquais tout à l'heure, et de l'autre côté, les maladies modernes issues en grande partie de notre alimentation. Est-ce que tu pourrais expliquer quels sont pour toi ces grands principes d'une alimentation saine aujourd'hui? J'ai défini 7 grands principes. Bon, il peut y en avoir 5, il peut y en avoir un petit peu plus, mais en tout cas, ça tourne autour de ces principes-là, qui sont des principes de bon sens, qui sont des principes qui s'appuient aussi sur l'histoire. Je suis un passionné d'histoire. Pourtant, j'étais très mauvais à l'école. Si, en fait, on ne peut pas comprendre le présent, notre époque, quel que soit le domaine, si on ne connaît pas l'histoire. Et lorsqu'on revient sur l'histoire de l'alimentation, on s'aperçoit que toute cette alimentation transformée est arrivée très très tard dans notre histoire, je te dis dans les années 70-80. Donc le premier des préceptes, en fait, c'est de manger de vrais aliments. Donc des aliments non transformés. C'est vraiment, pour moi, la base. Le problème, c'est que manger des aliments transformés, il faut faire la cuisine. Donc deuxième principe, il faut cuisiner soi-même. Il faut manger des aliments de saison. Pourquoi? Parce que les aliments de saison correspondent à nos besoins. C'est pour ça que les aliments de saison doivent être également locaux. Moi, je mangeais pas la même chose lorsque j'étais au Québec, en plein hiver, qu'en plein hiver en Provence. Oui, tu veux dire que les déficiences que tu vas avoir sur un territoire donné, les aliments qui, on va dire, vont pousser à cette période précise dans un endroit donné sont faits pour pallier à ces déficiences que tu peux ressentir. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Donc, aliments non transformés, de saison, local, faire la cuisine, manger sans excès. Très souvent, on mange trop. Pourquoi? Parce qu'on mange plus par gourmandise que par nécessité. On mange toujours des desserts. Desserts totalement dispensables, en fait. Dessert, c'est une pure gourmandise. Surtout les desserts modernes et les desserts transformés. Je vois que tu souris. Ah bah c'est bon, mais tu as raison. Que t'aimes beaucoup le sucre, que t'aimes beaucoup les desserts. On verra ça tout à l'heure au resto. Ouais, mais bon, j'ai arrêté. C'est mais principe. oui. Il faut les garder. C'est dur, plaisir. c'est dur. On est d'accord. Je souffre là. C'est diminuer au maximum en fait les aliments transformés. Ça, c'est une évidence. Donc, lorsque déjà on adopte ces principes-là, c'est très bien. Et surtout, il faut se faire plaisir. Moi, aujourd'hui, je prends beaucoup plus de plaisir. J'ai toujours plus de plaisir à manger, à bien nourrir mon corps. Et ça, c'est depuis le milieu des années 80 où j'ai compris que l'alimentation était très importante lorsque tu fais du sport, lorsque tu veux te construire. Il faut que tu aies un apport en protéines beaucoup plus important. Avant, je mangeais beaucoup plus de glucides qu'aujourd'hui. J'ai vraiment limité les glucides. Quasiment plus de céréales. Moi, les céréales, après, ça dépend. Tout dépend du groupe sanguin. Tu vois, les groupes sanguins, par exemple, anciens, comme les groupes O, sont beaucoup plus portés pour manger de la viande. Les groupes un peu plus récents, A, AB, sont un peu plus portés pour manger des végétaux. Donc, il n'y a pas de règle pour tout le monde, en fait. C'est ça le problème. Tu peux pas faire un régime, le meilleur régime alimentaire. Non. Ça dépend de trop de choses. Il y a des personnes qui sont endomorphes. Il y a des personnes comme moi qui sont ectomorphes. On peut manger la même chose si tu veux tous les deux. Toi, tu vas grossir, moi, je vais maigrir. Donc, je pense que je connaissais pas assez, tu vois, l'importance des acides gras et des lipides. Donc, aujourd'hui, je suis beaucoup plus haut en lipides que je l'ai été avant. Toujours en gardant de bonnes rations de protéines. Je suis un gros mangeur d'œufs parce que je produis mes œufs moi-même. On a avec Valérie un poulailler avec de la moulée oméga 3. Les poules sont à l'extérieur. Donc, il y a un rapport oméga 3, oméga 6 très important. Et ça, c'est un effet direct pro-inflammatoire et développement de nos maladies modernes, un excès d'oméga 6 qu'on a dans toute la viande industrielle parce que c'est nourri à partir de grains, de soja, etc. Il n'y a plus une alimentation, je dirais, à base d'herbes naturelles, parce que les cochons aussi grossissent plus vite, les vaches également, voilà. En fait, on les charge d'antibiotiques, etc., pour qu'ils grossissent beaucoup plus vite. On n'a plus ce rapport, si tu veux, avec la nature. Contrairement aux élevages traditionnels, où là encore, les animaux vivent dans leur, je dirais, milieu naturel. J'ai mon ami Pierre-Guillaume Mercadal, il élève ses cochons, je crois, dans 10 hectares. 10 hectares, il en a 100 ou 200.
Et puis, ils mangent les glands sous les chênes, tu vois, pendant quasiment 1 an, 2 ans, je crois. Et ça n'a rien à voir par rapport à un cochon qui est un clone, avec une race bien particulière. Tu sais, c'est ces cochons roses, en fait, qui vivent 6 mois dans un enclos, qui ne voient pas jamais le jour. Et c'est une viande qui est totalement différente. D'ailleurs, les producteurs, j'ai discuté avec certains producteurs d'élevage intensif comme les cochons, ils ne mangent pas leur production, en fait. Ah non, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Mais tu vois, tu parlais de plaisir là il y a 2 minutes. Moi, j'ai remarqué un truc tout bête, tu vois, c'est probablement débile, mais tout ce qui se passe en fait avant d'acheter ton produit jusqu'au moment où tu vas le manger. Je dis une bêtise, mais par exemple, t'achètes des steaks en supermarché, bon bah t'as ton steak, tu le fais cuire, tu le manges, point. Euh, Tu vas le chercher au marché ou tu vas le chercher chez le producteur ou etc., etc. Tu demandes une partie bien précise qui te plaît, que tu as vu, que tu as envie de manger, tu te la fais préparer, tu la reprépares chez toi. Et donc, je trouve que tu as beaucoup plus de plaisir à manger un steak que tu vas chercher directement au marché que de manger un steak que tu vas acheter sous plastique dans un supermarché. Avec Et, une couleur, toujours une et ouais, sale il est couleur. D'ailleurs, dégueulasse. Charal a Mais tu eu... vois, c'est bête, hein, mais moi, j'ai plus de plaisir quand je vais au marché à voir le produit, à dire, bah voilà, ça me ferait plaisir. J'ai envie de ça, tant de grammes, etc., etc. Je rentre chez moi, je le fais à manger, je suis content de ce que je vais manger. Tu vas au supermarché, tu achètes tes steaks, tu les fais cuire. Bon, Et pas surtout, grand-chose, quoi. regarde, une société comme Charal. Mhm. Tu vois pas le produit, en fait. Tu as une super belle photo. Ils ont été très forts sur le coup, hein. Mm. Très forts, hein. Et c'est surtout dégueulasse. Je peux pas te dire, je mange plus Pour jamais. tous ceux qui aiment la viande, moi je te le dis, c'est pas bon. Je mange plus de viande depuis ces années-là. Tu vois, ça me manque pas. Par contre, lorsque j'ai revu Pierre-Guillaume Mercadal, là, il m'a fait goûter sa production. Donc après 15 ans, j'ai remangé du cochon. Je trahis pas du tout mes valeurs, tu vois. C'était fait, je sais qu'il est produit de façon, je dirais, naturelle, qui apporte beaucoup d'attention à sa production. Certes, c'est un animal qu'on va tuer, mais qui va nourrir les personnes. C'est très important, en fait. Le pire, c'est qu'en plus, tu sais, c'est pas particulièrement plus cher d'acheter un bon produit bien élevé. Non, mais je te jure, bah, écoute, je te jure que pour moi, pas tant que ça, parce que tu vois, par exemple, t'achètes des filets de poulet, d'accord? T'as un poulet qui est pas ouf, qui est probablement élevé de façon merdique. Donc en plus, du coup, ce que tu vas vraiment récupérer et assimiler de ce que tu recherches, c'est-à-dire majoritairement des protes, ne va pas être au top. Alors que tu vas te chercher un poulet complet élevé en plein air, bah à la fin de la fin, ça va pas te coûter beaucoup plus cher. Tu vas assimiler 10 fois mieux, c'est meilleur, tu te fais plus plaisir. Et pour la viande, c'est pareil. Pour la viande, tu vois, les steaks de supermarché, par exemple les steaks 5% de matière grasse, moi je trouve ça hors de prix parce que tu vas chez le boucher, tu lui demandes une partie bien précise, tu lui demandes de parer par exemple les excès de graisse, etc. Bah c'est quasiment le même prix au kilo. Peut-être à 2-3 € près. Mais à 2-3 € près pour un kilo, si tu manges 200 grammes par repas, ça te fait 5 repas. 3 € pour 5 repas. Ça te fait moins d'1 € par repas de différence. En vrai, moi, je trouve ça hyper négligeable, hein. Alors, il est vrai que la viande et la volaille coûtent plus cher. Par contre, pour la volaille, tu as un excès d'eau qui est incontestable. C'est-à-dire après un poids, lorsque ton filet de poulet est cuit, ça sera quasiment équivalent, mais tu auras acheté, je dirais, un volume de poulet cru beaucoup plus important si c'est un T'auras payé poulet 200 grammes alors que t'as industriel. 100 grammes, quoi. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut s'y retrouver. Par contre, tu parles des steaks hachés à 5% de matière grasse. Mhm. Très intéressant. Donc pour toi, il y a 5% de matière grasse. Ah, en théorie, hein. Qu'est-ce que c'est les 5% de matière grasse? C'est les 5% qui sont rajoutés. On est d'accord. Parce que le problématique de la viande rouge, pourquoi on dit que c'est une viande grasse? Parce qu'il y a toujours 10% de graisse à l'intérieur des fibres de la viande. On ne nous le dit pas. Une viande maigre, c'est la viande, par exemple, le cochon. Le cochon, on dit une viande maigre parce que tu lèves le gras qui est tout autour. Il n'y a pas de gras à l'intérieur de la fibre. La volaille est pareil, il n'y a pas de gras à l'intérieur de la fibre. Par contre, la viande rouge, il y a du gras à l'intérieur de la fibre. Le problème de la viande rouge aujourd'hui, c'est pas ce qu'elle apporte. C'est un aliment pour moi qui est vraiment au niveau nutritionnel très très intéressant parce que nous sommes des mammifères, nous mangeons des mammifères. Pour moi, le top, ça reste l'œuf.
Pour moi, c'est index 100 au niveau de qualité de gérer des protéines, des lipides, enfin des œufs. Les œufs bleu blanc cœur, pour moi, l'œuf, c'est la référence. La viande rouge est très nutritive. Le problème aujourd'hui, c'est que 90% de la viande, c'est de l'élevage intensif, c'est qu'elle est chargée en oméga 6. C'est comme l'œuf qui va être produit de façon intensive, qui va être non pas bleu blanc cœur, va avoir un rapport de 15 oméga 6 pour un oméga 3. Tandis que les œufs bleu blanc cœur, c'est un oméga 3 pour 5 oméga 6. Des fois même 3. Donc tu as un équilibre quasiment qui est très très intéressant. Tu as de la viande de porc bleu blanc cœur. Tu as ce label bleu blanc cœur en fait qui a été développé par des chercheurs français, qui en fait c'est de la moulée qui est enrichie la plupart du temps en graines de lin. Et donc on arrive à avoir comme ça des produits entre guillemets de qualité. Mais la problématique de la viande, c'est principalement l'excès d'oméga 6. Dans le poulet, dans le porc, c'est principalement le problème, c'est les antibiotiques. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS, on est sur une pandémie d'antibiorésistance. Comme on mange les antibiotiques dans nos animaux, parce que les antibiotiques qu'on donne aux animaux, c'est les mêmes que pour nous humains. 50% de la production d'antibiotiques, c'est pour les animaux. Donc on fait de l'antibiorésistance puisqu'on en mange petit à petit, et lorsqu'on a besoin justement de ces antibiotiques, qui est quand même une révolution dans la santé et dans la médecine, les antibiotiques des fois sont plus actifs, et on ne peut plus te soigner, parce qu'on n'arrive pas, on ne découvre plus une nouvelle souche d'antibiotiques. Ça, on ne le sait pas assez. Donc voilà. Un des produits pour moi qui est à bannir, c'est le jambon. Totalement. Oui, le jambon. jambon sans nitrite, machin, le truc très jambon très rose. Voilà. Ouais, qui ressemble pas à du jambon. Du coup, c'est bon au goût. J'avoue, j'en mangeais moi avant, bien sûr. C'est bon au goût quand même le jambon. C'est facile. Ouais, mais tu sais, moi je trouve ça, honnêtement, je trouve ça moins bon qu'un vrai jambon. Très peu de personnes ont accès à du vrai jambon. Le vrai jambon déjà est un peu répulsif parce qu'il n'est pas rose, il est gris. Il faut aller chez un boucher. 3/4 des personnes vont dans les supermarchés. Donc moi aujourd'hui, je réponds un peu à la demande aussi du grand public. Je me mets à la place de personnes qui peut-être à l'inverse de toi et de moi n'a pas le temps de s'occuper de ses courses ou de s'occuper vraiment de son alimentation, mais il y a certains produits à bannir. Le sucre, les sodas, les desserts à bannir, le jambon à bannir. Et après, essayer avec ses moyens d'acheter des produits de la meilleure qualité possible. Mais surtout, pour moi, la très grosse différence, j'ai repris une activité de coaching, et c'est que je vois que les personnes qui préparent leur nourriture, peu importe si elles font bien les choses ou pas, sont en bien meilleure santé que ceux qui achètent des plats préparés et qui les font réchauffer au micro-ondes. Vraiment. Oui, bah oui. Mais t'as toujours envie d'aller à la facilité, tu vois. Et même moi, le premier, il y a un truc qui est, je pense, un des pires aliments qui doit exister en France, mais que j'adore. C'était vraiment mon péché mignon. C'était les knackis. C'est atroce. Il n'y a rien de bon dedans. Mais je te jure, je pouvais manger un paquet complet. Parce que c'est facile, c'est bon, tu le mets au micro-ondes ou tu le mets à cuire dans une casserole et puis Un terminé, petit quoi. cure-dent avec un peu de moutarde, Voilà, la petite enveloppé dans une bière. petite feuille comme ça, une petite brique. C'est bon, hein? Ça, c'est la viande de récupération. Mm. Bon, qui reste de la viande, c'est transformé. Mais lorsque tu vois comment la nourriture est faite, là, je te promets, C'est pour ça que c'est un peu moins bon. j'ai C'est jamais un peu moins regardé. bon au goût. Ouais, je te conseille de Mais je ne préfère pas pas. regarder. Mais Si tu veux continuer à manger des knackis, ouais. non, mais tu vois, j'ai arrêté. Non, mais là, j'ai arrêté tout ça. Maintenant, je fais très attention. Mais, Mais il y alors, a eu toute une époque où t'as pu me montrer quoi que ce soit. Ça me faisait tellement plaisir, ça me faisait tellement envie. J'étais tellement addict au sucre et aux autres conneries que t'aurais pu me montrer n'importe quoi, j'aurais mangé carrément. mais on en revient à un dernier point, justement. Quand je parle de se faire plaisir, il faut faire des écarts. Ça, c'est un précepte que j'ai toujours adopté. C'est à l'époque du bodybuilding. On avait géré tous nos 6 petits repas par jour, etc. Et puis, ce qu'on appelle aujourd'hui le cheat meal. Qui était à l'époque, pizza, resto, tiramisu, là, tu feras la totale, tu vois. Très bon parce que tu fais un rebond glucidique le lendemain quand tu as l'entraînement, mais alors t'es massif, t'es gros de sucre, le truc, tu vois. C'est bon parce que tu habitues aussi ton corps à ne pas rester trop strict. Parce que moi, la problématique, c'est que lorsque je fais les écarts, aujourd'hui, malgré moi, où je suis invité à l'extérieur, etc., des fois, tu as un peu de difficulté à digérer parce que tu as tellement l'habitude de manger sain et sur la coche, comme on dit au Québec, que ça peut être un peu compliqué. Mais il faut garder ces écarts. Déjà, pour le lien social, pour se faire plaisir. C'est pas la peine de bannir totalement ni le Coca-Cola, ni l'alcool, etc. Mais d'y aller, comme je dis, avec modération.
Même les carrés de chocolat, privilégiez bien sûr le chocolat à 70 ou 80, mais on peut très bien se faire plaisir aussi avec un Mars de temps en temps. Moi, tu sais, dans mon congélateur, j'ai des McDonald's. Mhm. Ça t'étonne? Je vois, tu fais les gros yeux. Non, Attends. non, non, pas Ah non, quand. ça t'étonne pas en Non, plus. écoute, ça m'étonne pas au vu de ce que tu viens de dire. Mais alors moi, c'est particulier parce que des fois, j'ai envie de sucrer. Donc je vais prendre un McDo, mais j'arrive pas à le manger en entier en fait. C'est pour moi tellement riche, tellement sucré que j'en prends juste une bouchée. Ça t'écœure après? Non, je le remets dedans en fait. Le McDo me fait quasiment une semaine. Non. Alors des fois, j'ai des invités qui viennent et qui vont se servir, et tu vois, ils prennent le tri, je me dis, qu'est-ce que c'est qu'il a mangé dedans? Donc, mais ça me suffit. Et j'arrive, si tu veux, à me satisfaire d'une bouchée. Par contre, j'ai certaines personnes que je suis, je leur dis, bannissez tout ça parce que vous ne pouvez pas vous arrêter. Il y a des personnes qui sont comme ça. Tu leur dis, vous mangez une carotte de chocolat, ils vont manger la tablette. Ah, mais moi, j'étais comme ça avant. Donc, tu Je as ce prenais 2 profil-là. chips dans un paquet, je pouvais t'avoir le paquet complet, 500 Tu grammes. n'arrives pas à t'arrêter. Ouais. Donc là, il vaut mieux que ça C'est pour ça que s'abstenir j'arrête tout. totalement. Donc, il y a différents Mm. profils, tu vois. Le seul truc qui m'a aidé, même si c'est pas top, tu vois, au niveau des rajouts qu'il y a dedans, il y a énormément de conneries. Mais j'avoue, par exemple, le Coca Zéro pour arrêter le Coca, ça m'a énormément aidé. Alors qu'avant, j'ai arrêté le Coca une semaine ou deux, Ouais. je reprenais en me disant, allez, c'est bien, t'as fait un cut, t'en reprends un par semaine, un tous les 3-4 jours, un tous les 2 jours. Oh bah, ça va, un par jour, c'est pas grand chose. Puis à un, tu passes à deux, etc. Et je reprenais tout de suite, très vite. Alors, avec le Coca Zéro, tu vois, là, ça fait, je pense, 3-4 mois que j'ai pas bu un Coca. Ou j'en ai bu un il y a 3 semaines, j'ai pas repris. Moi, j'étais un gros buveur de coca aussi à Donc je suis l'époque. assez content. J'ai connu les premiers Cherry Coke. J'étais aux États-Unis, j'avais 18 ans, tu vois. Donc, c'était les premiers fast-food. Moi, je mangeais les premiers fast-food quand il n'y avait pas de fast-food en France. Voilà. Quand je dis ça, en fait, je me dis, putain, je viens de la préhistoire, tu Non vois, mais je viens des attends, siècles après il passés. y a un monde entre Et les fast-foods des années 80 au niveau qualité et les fast-foods d'aujourd'hui, hein. je m'en souviens pas. Et pour te dire, ça fait très longtemps, bien sûr, je n'étais pas allé dans un McDo, etc. Et je sais pas, c'est m'est arrivé il y a à peu près 3 semaines. Une révélation que je vais te faire. Je suis allé à un drive McDo, en fait. J'ai eu envie, en fait, d'un McFish. Je me dis, est-ce qu'ils font encore des McFish? Oui, ils font encore des McFish. J'appelle Valérie, j'écoute. Je m'arrête à un drive, là, on va se faire un repas McDo. Elle me dit, allez. Donc, je fais le drive, je commence à faire mes stories Instagram, je me suis dit, bon, je fais le truc, tu vois. En fait, je ne les ai pas publiés, parce que je dis, non, je vais quand même réfléchir avant, tu vois. Mais, donc, je suis au drive. Donc, c'était assez étonnant pour moi, parce que j'étais complètement déconnecté de tous les menus qu'ils proposent aujourd'hui. C'est vrai, il y a de la salade, des choses, enfin, il y a du vegan, enfin, il y a plein de trucs, en fait, il y a plein d'options. Bon, je prends mon McFish, allez, avec les frites, big, etc. Bon, j'ai pas pris le coca, je me suis dit, ah, il y en a peut-être à la maison, tu vois. Et donc, voilà, avec mon petit sachet, donc je mets le sachet dans la voiture. Et là, j'ai l'odeur qui m'est venue. Je me rappelais plus de cette odeur, mec. J'ai déjà eu moins envie, tu vois, de goûter. Cette odeur m'a vraiment agressé. Bon, Ah j'étais ouais, à ok. 5 minutes de la maison, ouais, vraiment. Une odeur de gras, tu sais, Ah bah de ouais, graillon. d'huile, de De friture, graillon, fait de l'odeur du c'est ça, de McDo. Je graillon. me rappelais plus du tout, tu vois. Je suis à la maison, vitre ouverte, tu vois. Je garde la voiture, je la laisse dehors, tu vois. Je Le mets sac mon dehors, sac avec pire comme ça. Valérie. Valérie qui a installé le truc, elle avait sorti le ketchup. Ah, il faut que je te parle du ketchup aussi. Une grosse anecdote sur le ketchup. Et donc, nous voilà, donc je déballe déjà le truc, putain, dégueulasse, en fait, tout écrasé, etc. Les frites qui avaient commencé à refroidir. Je mords, je t'assure, c'est pas la mauvaise volonté, mais j'ai avalé, je vais pas recracher quand même, tu vois. Mais T'as pas vraiment, j'ai compris l'idée, trouvé... quoi. Non, en fait, j'ai eu cette envie, je sais pas pourquoi, qui m'est passée de suite avec l'odeur, avec la vue et après le goût. Donc, ça... Anecdote sur le ketchup. Pour toi, le ketchup, ça fait partie des aliments à bannir, je suppose. C'est la junk food, De le base, ketchup. oui. De Voilà. base, oui. Mais je sais plus pourquoi je suis tombé sur un truc qui expliquait que c'était pas si mauvais que ça. Enfin, ça dépendait de quelle marque, etc. Non, en fait, ça dépend de la quantité. Parce que le ketchup, quand tu regardes la composition du ketchup, il y a de concentré de tomate, très très bon à lycopène. Le concentré de tomate est plus puissant, le lycopène, dans le concentré de tomate que dans une tomate crue. Le lycopène apparaît à la cuisson. Donc très bon dans le concentré de tomate. Donc il y a du vinaigre, il y a du sel, et surtout, bon, il n'y a pas de conservateur, etc. Il n'y a pas de colorant ni rien. Il y a 25% de sucre. 25% de sucre. Tu te dis, waouh. Mais une dose de ketchup,
Oui. C'est quoi? 5 grammes? Allez, 10 grammes? 10 grammes. 2 grammes de Allez, 20 sucre, grammes. entre 2 à 3 grammes de sucre max, quoi. 20 grammes. Ouais. Ça te fait quoi? 5 grammes de 5 sucre. grammes sur 20 grammes. Ouais. Tu prends une canette de coca, 35 grammes de sucre. Donc le ketchup, depuis, en fait, moi j'en rajoute toujours un petit peu sur mes omelettes. Je fais comme les gamins, c'est le sourire, le truc et tout. Ah ben tiens-toi bien, j'ai fait manger des légumes à un enfant qui ne voulait pas en manger par rapport à une personne que je suis. Le gamin mange les brocolis maintenant tous les midis. Mais Tu il lui vois. faut son petit truc de ketchup dessus. Ouais, et pour autant, il prend quoi? 2 grammes de sucre, ça change rien. Donc c'est pour ça. Donc là, peut-être je choque certaines personnes, mais en fait, c'est le bon sens. Et c'est aussi la modération. Bah, tu vois, par exemple, le matin. Par exemple, moi, je vais au sport le matin très tôt. Je me lève à 5h, 5h30, je vais à l'ouverture. Il y a des moments où tu dors mal, tu t'endormis à 1h, t'es crevé, mais tu te dis j'y vais quand même. Donc, t'es mort de fatigue, tu prends une boisson énergisante, un Red Bull, un Monster ou autre. Et je sais plus, ça m'arrive il y a 2 semaines. Je n'ai jamais fait gaffe, je sais que c'est pas bon, je sais qu'il y a du sucre, je sais qu'il y a des calories, Ouais. mais sur le moment où tu t'en fous, tu fais pas très gaffe. Et je retourne la bouteille, 47 grammes de sucre. 50 grammes de sucre dans une canette. Dans une canette? Dans une Mais canette. c'est des grosses canettes. Ouais, mais c'est Moi, des 500. Un Monster, c'est toujours des 500. les 500. Ouais. Comme mon ami Frédéric Delavier. C'est un fou de Monster. Hein. C'est ça. Non, mais 500 j'adore. millilitres, Mais tu vois, tu te donc bois sans 500 sucre, millilitres avant t'as l'entraînement. 3 calories dans une canette de 500, 0 sucre. Mais dans une canette normale, t'as entre 47 et 43 grammes de sucre dans une canette. Bah, si tu vas pour perdre du poids aussi, pour avoir une dépense calorique, le problème c'est que si tu prends du sucre, c'est vrai que le sucre rapide va te donner un coup de boost. Il y a la caféine, etc. On est d'accord. Mais ce sucre-là, en fait, tu vas l'utiliser pour ta séance. Ah, mais on est d'accord. Moi, je conseille de faire du cardio déjà à jeun, parce qu'il faut que tu tapes dans tes réserves de glycogène. Le glycogène, ce que tu as en réserve dans le foie, dans les muscles également, ça vient essentiellement des glucides. Donc, si tu as un mode alimentaire pauvre en glucides, riche en protéines et riche en lipides, tu n'as pas des réserves de glycogène trop importantes. Et tu as quand même la patate. Les gens, enfin, pensent que l'énergie vient des glucides. Non, prends de l'huile de coco. L'huile de coco est directement assimilable, c'est de l'énergie quasiment rapide. Donc l'énergie, tu l'as également dans les graisses. Après, tout dépend. Moi, je suis dans une constitution où je digère très très bien le sucre. Je ne peux pas me passer du glucide. Et le glucide, en fait, je les prends mon dîner le soir. Je me prends mes 100 grammes de riz cru le soir. Donc je fais cuire. J'adore le riz collant. Pour moi, le riz, c'est déjà, c'est pas pro-allergène, c'est vraiment pour moi, c'est excellent. Et pas le riz complet, hein, du riz blanc, parce que je mange beaucoup de légumes avec. Un des mes plats préférés, tu dois connaître, c'est l'homme rice. Donc, omelette, où je mets ce que je veux avec mes 4-5 œufs. Et puis, mon riz. Et pourquoi je prends du riz le soir? Parce qu'il faut que j'ai les réserves de glycogène et tout, sinon, moi, j'ai 5% de masse graisseuse. Donc, c'est compliqué, tu vois. Mais très peu de glucides, c'est ton seul apport en glucides de la journée. Ouais, très peu, très peu. Une tranche de pain avec mon ail frotté avec ma tomate, mozzarella, ce genre de choses, tu vois. Mais je suis très très pauvre en glucides, ouais. Le matin, un petit peu, je prends un peu de farine de patate douce, je me fais un pancake avec j'ai découvert une protéine, là, une whey, là, chez Nutrimea, là. Ah, pas La mal whey au ça. chocolat, elle est excellente. Pas mal, hein. Et je me fais les pancakes le matin. Donc, une dose de... Moi, je prends des petites dosettes, là, par contre. Je ne prends pas une grosse dose de 30 grammes. Je prends 20 grammes de whey. Je mets 20 grammes de farine de patate douce, 20 grammes de farine d'épeautre. Donc, un œuf, un petit peu de poudre à lever et un peu de lait végétal. Donc, je mets ça sur une poêle très chaude avec un petit peu d'huile de coco. Ça, c'est mon pancake protéiné du matin. Tu vois, c'est pas beaucoup, hein, de 40 grammes de glucides. C'est vrai, je mets un peu de miel, voilà, un producteur local. Je mets également de la purée d'amandes douces. Pourquoi? Purée d'amandes douces, donc c'est oléagineux, ça te baisse l'index glycémique. Donc, notamment du miel, etc. Et puis, mon dessert préféré, je conseille à tout le monde de faire, très simple, compote de pommes. Compote de pommes. Compote de pommes toute l'année, mon gars. Tu prends un sachet, 2 kilos de pommes. Voilà. Et ton gamin ou ta copine, tu épluches les pommes, tu les coupes en petits carrés parce qu'il ne faut pas les faire cuire très 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 longtemps, à peu près 45 minutes. Donc à feu moyen avec un couvercle semi-couvert dans une poêle en fonte, tu vois. Pas de sucre, rien du tout. Une bonne pomme, en fait, ça réduit un petit peu. Après, tu écrases tout ça avec un presse-purée à l'ancienne, tu vois. Tu fais un peu les biceps aussi. Et tu le mets au frigo. Bah, tu te casses le ventre. Ça, c'est un dessert qui est génial.
C'est génial. Pas de sucre ajouté. Tu peux mettre un peu de la farine tu vois, de Mm. l'île Maurice et puis voilà une petite gousse de vanille, pardon. Une petite gousse de vanille qu'il faut donner un peu de goût et puis c'est génial. Mais là, tu vois la whey avec la gousse de vanille, là. Et j'ai tendance, tu vois, à préférer la vanille que le chocolat même. Mais le chocolat est très bon en fait. Ouais, ouais, Très peu sucré, mm, très important, peu d'additifs, tout ça. exactement. Donc voilà, si tu vois, le matin, en fait, c'est avec ma compote de pommes, c'est pas fini. Cannelle. Faut mettre de la cannelle sur tous les desserts. Pourquoi? Cannelle, hypoglycémie, hein. Donc en fait, tu gères l'index glycémique. Cannelle, un petit peu de gingembre. Et là, je suis parti, je mange, et puis je vais aller avec ma tasse de café. Après, je fais une heure et demie, 2 heures de gym, inclus le cardio, voilà. Mais j'ai besoin, en fait, de ce déjeuner avec un peu de glucides. J'ai besoin de cette réserve de glycogène. Sinon, en fait, je perds. En fait, déjà, je fais la sarcopénie à mon âge, hein. Tu sais que la sarcopénie, ça arrive à peu près à 45 ans. Fonte de la masse musculaire que tu peux, en augmentant les protéines, en ayant une activité physique régulière, ralentir. On peut pas l'éliminer. On n'est pas des super-héros, hein. Moi, je suis pas un transhumaniste immortel. Tu vois, contrairement à certains, je passe pas ma vie à essayer de préserver, à vivre le plus longtemps possible. Parce que pour moi, la vie, c'est pas un marathon. C'est pas Il y en a un celui qui aux va. US là qui fait ça. Ouais, ouais, ouais. Un mec qui fait tout pour rajeunir, il se fait gérer le plasma de son corps, il se fait prendre le sang de son gamin. Ouais, il passe sa vie à vouloir rajeunir. Mais toute sa vie enfin, comment dire, est organisée par rapport à ça. C'est-à-dire que tout est à la seconde près, tout est entre guillemets organisé. Il prend un nombre de pilules par jour, c'est un délire. Il fait Lumière tout, rouge, tout, tout. tout, tout. Il a tout optimisé le plus possible. Et bon, c'est assez intéressant. Pour autant, enfin, en C'est fait, quoi sa vie? tu passes ta vie à faire que ça. Bon, il a l'argent aussi, c'est un milliardaire. Ça Oui. aussi, c'est des gens, tu vois, qui, pour moi, Mais sont bon. complètement déconnectés de la réalité. Des gens, quand tu as beaucoup d'argent, tu vis pas dans le même monde que tout le monde. Voilà, que l'ensemble des T'as pas les personnes mêmes qui. passions, tu vois. Voilà, donc. Toi, c'est d'aller au sport, lui, c'est de rajeunir, gros. Donc, voilà. Donc, très intéressant, la cannelle, tout comme le vinaigre de cidre. Ah, ça, Et c'est la génial. surprise, Hein. Putain, ça, j'ai sur la appris que glycémie. tu avais un vinaigre de cidre, mais en capsule. Ouais. Je connaissais pas, en fait. Ok. Alors, c'est génial parce que comme c'est un extrait, entre guillemets, et que tu peux mettre sur une toute petite quantité de poudre, en fait, en valeur, tu vas avoir énormément de molécules actives. Donc, par exemple, je dis une bêtise, hein, mais pour donner une idée un peu grossière, Ouais. c'est comme si en prenant deux capsules, Mm. c'est comme si tu te faisais 5-6 cuillères à soupe, par exemple. Très intéressant. Parce que c'est très concentré. La plupart du temps, les personnes, moi je le bois comme ça avec un peu d'eau, mais la plupart des personnes, des fois, c'est un peu dur. Tu vois, et là, c'est vrai que les gélules, c'est incroyable. Ah, c'est super. Tout comme la levure de bière. Ça, avec le chrome, c'est magnifique. La levure de bière, moi j'en saupoudre de partout. Là, j'ai vu que tu avais également un complément. C'est pour ça, en fait, j'ai découvert vraiment des compléments chez toi que je connaissais pas vraiment, bien que j'étais client, notamment d'aspiruline et d'autres choses. Et puis, ce qui m'a marqué, c'est vraiment ce petit fermoir bleu, blanc, rouge. Tu veux me raconter l'histoire de ce. Ouais. L'idée est apparue il y a, je dirais, 5-6 ans ou 4-5 ans. Ça n'a pas été fait en se disant non, mais c'est pas une bonne idée, on fait pas ça. Ce qui est con, parce qu'aujourd'hui, le jour où ça a été fait, les ventes ont explosé. Bon, mais l'idée derrière tout ça était de mettre en avant le localisme, d'une manière ou d'une autre. Et on voulait pas faire comme toutes les marques qui vont mettre un petit drapeau français tout petit, pas visible. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est entre guillemets breveté, c'est-à-dire qu'on est les seuls à pouvoir le faire. Personne n'a le droit de mettre un drapeau et de fermer entre guillemets son produit avec, de cette manière-là. L'idée, c'était vraiment de montrer qu'on était une marque française et de montrer que c'était produit de manière très locale. De même que par exemple, tu vois, on vend aussi, je t'avais dit, des compléments dans d'autres pays. Et 99% du temps, on fait aussi produire dans les pays dans lesquels on vend. C'est-à-dire, par exemple, en Italie, on fait produire des compléments en Italie pour les vendre en Italie. Ouais. On fait produire des compléments en France pour les vendre en France, Ok. etc., etc. Mais tu sources également tes produits, pas uniquement de France. Non, Souvent, on alors, va faire la confusion. exactement. Ça La dépend. spiruline, par exemple, est de Voilà. très très bonne qualité. Elle vient de Mongolie. C'est ça? Exactement. En fait, ça va dépendre de deux choses. Ça va dépendre. La première chose, c'est au niveau de la matière. Est-ce que déjà elle est disponible en France? Il y a des matières qui n'existent pas chez nous, Mhm. qu'on est obligé d'aller chercher. Par exemple, une des meilleures matières pour le maca vient du Pérou. Bon, bah donc du coup, on prend du maca péruvien. L'aspirine, c'était le même principe. Et donc tu as plein de produits comme ça où on va pas forcément chercher la matière en France parce que la matière française n'est ou pas disponible, elle n'existe pas, ou parce qu'elle n'est pas forcément plus qualitative. Attention, le local veut pas toujours dire plus quali.
C'est deux choses différentes. Faut vraiment mettre la barrière. Surtout quand tu as une réflexion industrielle. C'est Exactement. pas le local où tu vas chez le producteur du Voilà. coin. Tu vois, souvent, pour la whey, il y a toujours un argument qui revient en disant oui, mais c'est du lait français. Mais attention, le lait français est pas forcément meilleur Tu veux que je te parle que du lait. Ouais, bah alors attends, tu sais quoi, il y a beaucoup de boîtes dont je ne peux pas citer le nom. Ah, ok. Parce Ok. que Moi, je on est peux. sur le même marché. Il y a beaucoup de sociétés dont je ne peux pas citer le nom qui utilisent une matière de quelqu'un que tu viens de citer, que j'ai refusé, parce que énormément de scandales, il y a plein de choses. Et qui mettent en avant, oui, nous c'est machin, du lait français, etc. Je préfère bosser avec un lait irlandais, qui est excellent, plutôt que de bosser avec eux. Parce que le risque d'avoir une merde est énorme. Mais pour toi, Ouais. on peut en parler du critère de qualité, comment tu choisis en fait Ouais. ton. Donc, voilà, restons sur la whey, par il y exemple. a cet argument-là. Et dernier point, c'est au niveau de la manufacture, est-ce que la capacité à produire le produit, à gérer un certain type de poudre, on l'a en France ou pas? Par exemple, si je te prends un produit tout bête qui est l'acérola, qui est une super source de vitamine C naturelle. L'acérola, c'est une poudre qui, quand elle est travaillée, est extrêmement collante. Donc, elle est très compliquée à travailler, à concentrer, à mettre dans les gélules et autres. Si en France, il n'y avait pas on va dire la technique pour le faire, alors on aurait été la faire faire autre part. Aujourd'hui, en France, on peut le faire, mais c'est pas forcément le cas sur tous les produits. Il y a des produits qu'on maîtrise mal au niveau fabrication en France. Et donc, à ce moment-là, on va se dire, bah, autant la faire ailleurs. Et il y a des produits qu'on est obligé d'aller chercher ailleurs. Par exemple, la créatine. La créatine, pour avoir le label Créapure, qui est, je rappelle, la forme la plus testée, c'est une monohydrate micronisée. Et en plus de ça, c'est la seule dont la pureté est garantie à quasiment 100%. Pour avoir ça, ce label-là, tu es obligé de prendre une matière allemande. Parce qu'il y a un seul labo qui en vend, qui est en Allemagne. Tu peux pas avoir de la Créapure française, ça n'existe pas. La Créapure, c'est allemand. Ça peut être fabriqué, usiné, mis en packaging en France. Oui, ça c'est le cas. Mais par contre, c'est fait en Allemagne. Le produit en tant que tel, la matière première est allemande. Voilà. Ensuite, après, il y a tout un stade, on va dire, de recherche au niveau des compositions. Donc ça va passer par ce qui est recommandé lors des recherches, des études. Ça va aussi passer au niveau législation, réglementation, jusqu'à quel dosage on peut aller. Est-ce que ça correspond au dosage des études? Oui, non. Tout est validé par un comité R&D et par un comité d'experts scientifiques. Une fois que ça c'est fait, on va faire le produit et avant la mise sur le marché, tu as notamment des analyses qui sont faites par nous, des analyses microbiologiques, qui sont toujours dispo sur les produits qu'on lance, sauf quand, par exemple, sur le site, on n'a pas eu le temps de l'implanter, qu'on a lancé le produit un peu vite, mais tu regarderas sur tous les produits, tu as les analyses microbiologiques. Ouais. Et je pense qu'on est quasiment une des seules marques à en faire plusieurs par an par produit. C'est-à-dire, c'est pas sur un stock, on n'en fait qu'une. Ça nous arrive assez régulièrement d'en faire 1, 2, 3, pour vérifier. Parce que sur un stock donné, sur 1000 unités, tu peux avoir 700 très bonnes, 100 où il y a un petit problème, etc. Donc on fait souvent des analyses qui nous permettent de vérifier si tout est bien. Et en fait, aujourd'hui, tu sais, et ça, je pense qu'on en parlera sur un prochain thème, mais tu as beaucoup de bons et de mauvais marketing, et notamment la transparence devient vite un mauvais marketing parce que il y a plein de manières de jouer sur la transparence en disant, bah, vous voyez, ça c'est génial parce que je fais ça comme ça, alors qu'en vrai, ça veut rien dire. Et comme les gens ne le connaissent pas, c'est normal, bah, ils sont persuadés que le produit est bien, alors que c'est pas forcément le cas. Et je te propose qu'on en reparle après, notamment sur la whey, si on parle de pH, de taux d'humidité, et de termes un petit peu plus techniques. Du coup, si on rentre un peu plus dans le début de ta vie, comme on en parlait tout à l'heure, je sais que tu as démarré le sport, particulièrement la musculation, le bodybuilding aux US, dans les années 80. Moi, je voudrais savoir comment c'était. Une autre époque. Ouais. Il n'y avait pas ça. Ça se filmait pas, il n'y a pas de photos, tu vois. C'est le seul regret que j'ai pas de photos de l'époque. C'est vrai qu'on se baladait pas, tu vois, avec des téléphones. Et c'était basé vraiment sur des entraînements. Moi, quand je suis arrivé, j'avais à peine 18 ans. Donc, c'était Gold Gym. Je tombe sur Arnold Schwarzenegger, toute la clique là, des champions des années 80 dont on a parlé. Là. Et pour moi, c'était vraiment le rêve, quoi. S'entraîner au Gold Gym, tu vois, Venice Beach. J'ai regardé ça avec des yeux admiratifs. J'avais commencé déjà la musculation en France, dans une vieille salle de gym chez Dédé. C'était donc en Provence, et une petite salle donc familiale. C'est marrant parce que là-bas, je voyais les photos de mes idoles que j'ai vues après, quasiment l'année suivante aux États-Unis. Et donc, c'était vraiment le no pain, no gain. Donc, pas d'effort, pas de résultat.
C'est là où j'ai beaucoup appris sur la nutrition, en passant au diplôme voilà, de nutritionniste là-bas, et me concentrer également sur un entraînement basé sur des mouvements qui sont des mouvements assez simples, développé couché, les squats, l'héroïne, donc ce genre de choses. Et dans un contexte du cold gym, parce que le bodybuilding a quand même été développé, notamment sur la côte californienne, début des années 70, avec toute l'aventure après de Wader, des premières protéines, des compléments alimentaires, les premiers fast-food, donc qui n'existaient pas en France à l'époque. Donc voilà, c'est toute une période, j'ai beaucoup de souvenirs, d'attachement à cette période. Et en tout cas, ça m'a donné vraiment les bases, de bonnes bases, et puis surtout une source de motivation avec des gens comme Arnold Schwarzenegger et autres. Donc, de faire un entraînement pour, je dirais, prendre soin de ton physique. C'était la doctrine de Joe Weider, c'était un corps sain dans un esprit sain. Donc, l'importance également de s'instruire, de lire et de développer voilà, son intellect, nourrir le corps, mais aussi l'esprit. Et vraiment, ça a fondé l'homme que je suis aujourd'hui. C'est les préceptes qui me suivent jusqu'à aujourd'hui. T'as une grosse différence, je pense, entre la globalité de ce qu'était la musculation à l'époque et de ce que c'est aujourd'hui. Oui, énorme. Souvent, tu me dis, quand on s'est au téléphone, tu me dis souvent les chimistes dans les vestiaires des salles de sport. C'est incroyable. Ouais, tout le monde, en fait, a un sac, en fait. Il y a plein de pots, tu sais, à l'intérieur, avec... on se fait ses pré-workouts, ses BCA, etc. On n'a pas tout ça à l'époque, quoi, tu vois. On a à peine des protéines, mais vraiment, aujourd'hui, on prend beaucoup plus la supplémentation prend beaucoup plus d'importance. Tout ce qui est également, tout ce qui est anabolisant au marché noir, c'est effrayant. Et puis surtout le culte de l'image. Bon, aujourd'hui, avant, pour se construire en physique, il fallait quand même quelques années. Aujourd'hui, 2-3 ans, avec les bons produits, des jeunes hommes explosent. Tout ça pour faire des vues, devenir Instagrammeur, tout ça après pour vendre plein de choses, pour monétiser sa popularité. Bon, ça, c'était très nouveau. Après, des anecdotes de salle de gym, si tu veux, on peut faire tout un épisode là-dessus, hein. C'était incroyable. Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal parce que j'ai appris avec ces gens-là, tu vois. J'ai plus de 40 ans d'ancienneté dans ce domaine-là. Donc, je vois que dans des salles des franchises, et je suis inscrit dans une franchise. Pour moi, c'est incroyable parce que c'est ouvert 7 jours sur 7, il n'y a pas des horaires très flexibles, etc. Parce que moi, j'ai pas besoin de coach, j'ai plus besoin de coach à mon âge. Je sais m'entraîner. Mais à l'époque, tu ne pouvais pas ouvrir une salle de gym avec des poids libres s'il n'y avait pas quelqu'un sur le plateau. Mais aujourd'hui, en fait, déjà, il y a personne sur le plateau de 6h à 9h du matin. Et puis, les gens qui sont sur le plateau, ils restent derrière, je dirais, leur standard, derrière leur ordinateur, prendre des abonnements, etc. Il n'y a plus personne vraiment sur le plateau. Les gens sont livrés à eux-mêmes. Et je t'assure, c'est une catastrophe. Donc moi, quelquefois, je suis de bonne volonté, je suis ouvert vers les autres, je vois si la personne est réceptive, je vais peut-être la corriger. Mais ça fait très longtemps que j'ai lâché l'affaire, en fait. Parce qu'il y a une jeune génération qui ne respecte même plus les anciens. Moi, j'ai toujours énormément de respect pour les anciens. Même des fois, si je dis c'est des vieux cons, je les respecte quand même, tu vois. Parce qu'il y a toujours l'expérience. Et pour moi, l'expérience prévaudra toujours sur les écoles, les diplômes de coach, etc., etc. Moi, je fais confiance à quelqu'un qui a 40 ans de pratique plus qu'un coach qui sort de l'école. Sans dénigrer, bien sûr, les jeunes coachs qui sortent de l'école, mais il faut se faire les dents, entre guillemets. On ne peut pas coacher dès qu'on sort de l'école. Il y a tout voilà, un savoir-faire qui s'acquiert après avec l'âge. Mais des anecdotes de la salle de gym, incroyables. Toutes les serviettes que je vois par terre. Mais pourquoi on a une serviette? C'est pour la mettre sur une machine. Ou après, prendre la douche, etc. Mais il y a des serviettes qui sont par terre. Les poids que l'on laisse tomber. Mais ça me rend dingue, Florian. Là, je laisse pas C'est-à-dire que passer. tu laisses tomber. C'est Tu le laisses poids tomber. le poids que tu ranges pas, que tu laisses sur ta machine, ou le poids que tu fais tomber en Tu mode fais tomber. c'est bon, j'ai fini ma séance. Quand tu fais, par exemple, des écartés, etc., tu fais des écartés et lâche tomber. Mais la technique, c'est que tu mets tes poings sur les genoux et après, tu les poses. Mais là, il y a toutes sortes de revêtements, tu vois. Moi, en plus, je suis dans une salle à l'étage. Mais au sous-sol, il y a un coiffeur. Mais il devient dingue, le coiffeur. Boum, boum. Les poids qu'on laisse tomber. Ça, pour moi, j'ai beaucoup de mal. Donc, je vais voir certaines personnes, je leur explique la technique. Une fois que je leur explique la technique, il y a 2 cas de figure. Celui qui écoute, qui va l'appliquer, putain, génial, merci Gilles. Et l'autre, j'ai l'impression de ne pas lui avoir parlé. Le lendemain, boum, les poids. Tu sais que juste, je te coupe là-dessus, la première salle dans laquelle j'étais à Paris, dans le 15e, Ouais. n'avait plus aucune barre olympique pour faire du développé couché, du soulevé de terre, du squat. Plus aucun rack. Il n'y avait plus rien. Parce que les gens laissaient tomber leurs poids partout et que ça faisait trembler l'immeuble.
Ouais, c'est une Voilà. solution radicale. Donc tu vas dans une salle de sport, il n'y a pas une seule barre. Et là, ce qui manque, et je l'ai constaté également en faisant des interventions dans les écoles, c'est qu'il n'y a plus d'autorité. Tu mettrais un manager ou un coach vraiment sévère. Parce que des fois, il y a des animaux en fait, dans les salles de gym. Il faut des maîtres chiens en fait. Non, mais comment ça se fait quand tu as des racks avec les poids, avec le chiffre, donc tu sais pas lire en fait, tu places tes poids de 25 kilos là où il y a des poids de 18, je comprends pas, tu vois. Donc, je sais même pas s'il y a des poids de 25 kilos. Ça existe ça, les poids de 25 kilos? Ou c'est Ouais, 24? encore. Non, si, Ouais, ça ça existe, existe, ouais. 25, Bon, ouais. en vrai, c'est beaucoup plus lourd. Ouais. En tout cas, Mecs qui rangent pas leur poids les, pour euh, remplir les les, machines. les jeunes qui travaillent trop lourd, travaillent trop lourd. Moi, je suis un adepte du mouvement amplitude totale, en fait. Voilà, une grande amplitude. Tu fais des biceps, c'est du en bas jusqu'en haut. C'est pas ça. Je peux t'en citer des centaines, tu vois, des trucs comme ça. Et pour moi, le grand mystère, c'est le CrossFit. Bon, je vais peut-être pas faire que des adeptes, mais ce que j'ai remarqué ces dernières années, c'est qu'il y a de plus en plus de filles qui soulèvent des charges lourdes. Hein. Ça n'existait pas à mon époque. Alors, moi, j'ai grandi dans une salle, je te parlais de cette salle chez Dédé où j'avais à peine 16 ans. Il y avait une salle pour les femmes, une salle pour les hommes. Je te parle d'un temps ancien, tu vois. Donc, quelquefois, on allait voir un petit peu, tu sais, aux yeux un petit peu sur la salle des femmes, on se faisait prendre à partie par Dédé. Oh, rentrez, vous laissez donc. Donc, aujourd'hui, il y a une mixité, c'est très bien. Mais il y avait un entraînement, en fait. Moi, j'ai grandi aussi avec Jane Fonda, tu sais, c'était le fitness, c'était Véronique et Davina, tu te rappelles ça? Toto Yoto avec Bernard Tapie, etc. Bon, bref. Le finesse et tout. Bon, donc les filles se sont mis à soulever des charges lourdes, notamment avec du CrossFit. Et pour moi, je me pose une question, parce que faire des mouvements, comme un mouvement avec de hanches, là, je me souviens jamais ce que c'est ce Les mouvement. thrusts. Les thrusts, mais ça sort d'où ça? Moi, c'est des mouvements qui n'existaient pas en fait à cette époque-là. C'était soulevé de terre à la limite. Ouais, ou Voilà. les comment ça s'appelle? Il y a une espèce de Les virilisme, hard si tu veux, chez la jante féminine, pour rester poli. Pour moi, c'est un petit peu, je dirais, c'est étonnant. Voilà, étonnant. Je dis pas, voilà, je critique pas, mais j'observe ça. Tu me demandes la différence entre le passé et aujourd'hui. Voilà, dans le passé, tu avais des culturistes, je t'ai expliqué Corey Verson, l'église portugaise, qui étaient de très belles femmes, qui étaient des Miss Olympia, qui avaient encore, voilà. Je te parle pas du bodybuilding, ce que c'est devenu. C'est devenu du grand n'importe quoi. Moi, j'ai lâché l'affaire à partir des années 2000. C'est devenu vraiment du grand n'importe quoi. C'est quand je suis revenu dans le milieu des années 80 des États-Unis, j'avais ramené, ma mère se moquait de moi, des petites statuettes, en fait, avec des gars hypertrophiés, en fait. C'est les champions d'aujourd'hui. C'était en fait, moi, des statues, des caricatures. C'est aujourd'hui, on est sur la caricature. T'as pas à m'expliquer que c'est quoi cette décharge de masse musculaire. Tu veux dire les mecs à la Philippe, etc., qui sont tout en boule. Et oui. Ouais, où il n'y a quasiment plus aucune condition comparée à l'époque. Pour moi, ça, c'est pas du tout les principes de Wader. C'est pas un corset dans un esprit sain, je suis désolé. C'est une pathologie. En fait. C'est pour ça que tu as eu d'ailleurs la catégorie classique qui s'est recréée à l'Olympia Oui, pour retrouver les physiques de l'époque. Oui, mais. Plus. Oui, il y en a un d'ailleurs qui est très très bien en catégorie classique, là, qui est fantastique, un mec avec des moustaches. Un Canadien. Ouais, je Chris crois. Bumstead. Ouais. Alors, lui, en plus, sa femme, c'est une ancienne Olympia bikini. Ouais. Je peux te dire que le gamin, il a eu une génétique. Ils ont eu un bébé, là. Ouais. Entre le papa Mister magnifique, Olympia en ce classique et la maman bikini Olympia. Ça, c'est de beau corps. Moi, c'est la recherche, si tu veux, non pas de l'Apollon, mais. Non, mais d'un tu truc vois, esthétique. c'est bien sûr. Harmonieux. Bien sûr. Pas juste. Oui, c'était ça à l'époque. C'était ça. Même si les physiques, tu regardes les physiques de l'époque, notamment je te parlais de Mike Christian, mais il y a aussi les frères Menzer. Hein. Donc, avant Dorian Yates, bien sûr, mais dans les années 70, ils avaient vraiment de très très beaux physiques. Et Arnold était voilà, aussi un corps fantastique. Moi, Conan, ça m'a fait rêver, tu vois. Donc tout ça, ça a été une force de motivation. Mais la grosse différence des salles aujourd'hui, c'est qu'il y a, je dirais, quasiment plus de garde-fous, en fait. Je pense que chacun s'entraîne pour soi. Il y a aussi les écouteurs, ça nous coupe totalement de l'extérieur. J'allais dire, j'ai l'impression qu'à l'époque, il y avait plus d'entraide entre athlètes. C'est-à-dire Oui, que tout à fait. vous faisiez votre séance un peu tous ensemble avec des conseils, etc. Où vous vous poussiez à aller plus loin, à soulever plus lourd. Là, aujourd'hui, tout le monde, mais moi le premier, hein, chacun fait sa séance, ses écouteurs, t'es dans ton truc, tu parles à personne. Parce qu'avant, tu avais le respect des anciens. Et les anciens, on devait corriger les nouveaux.
J'allais dans cette salle de gym chez Dédé, il n'y avait pas de coach en fait, mais tous les anciens étaient coachs. Ils te corrigeaient. Un gamin fait ça comme ça, voilà. Attention, décharge les poids. Je t'assure que les poids, ils étaient tous, les barres toutes déchargées, tu vois. Parce que tu avais cet respect. Tu avais le respect de l'autorité. Tu n'as plus, que ce soit dans l'école, dans les salles de gym, au niveau de la police, etc. Tu n'as plus aujourd'hui le respect de l'autorité. Et ça, c'est symptomatique dans les salles de gym. Par contre, il y a eu, grâce aux franchises, déjà un club de sport à moins de 30 € par mois. Avant, c'était même beaucoup plus cher, hein, tu vois. Et puis une amplitude au niveau de l'ouverture qui est pour moi extrêmement bénéfique, parce que j'ai les bases. Mais aujourd'hui, c'est un peu le libre service. Tu vois, tu rentres avec ta carte, mais en fait, tu fais ce que tu veux. Personne ne te corrige. Tu peux faire, j'ai vu des gens faire des mouvements de rameur allongés, se mettre à l'envers sur des machines. Et se mettre à l'envers sur les machines, j'en ai discuté aussi avec Fred Delavier, pour moi, c'est inconcevable. Fred Delavier construit des machines également. On construit des machines. Elles ont un but, quoi. Elles ont un but. Et très souvent, tu as une machine, souvent, c'est la machine à 45, donc pour faire une presse pour faire les cuisses. Donc tu dois t'appuyer au niveau du dos. Quasiment une personne sur deux se met à l'envers. Tu vois la machine dont je parle? Très bien. Pourquoi et ils sont limite en squat et ils poussent sur le banc. Oui. Ouais. Je vois. Mais pourquoi vous mettez à l'envers sur une machine? Alors, en fait, ça, pour le coup, j'ai une partie de l'explication. Ok. En fait, dès lors que le bodybuilding est devenu, comme tout ce qui arrive sur les réseaux, du marketing, et qu'il a fallu, pour vendre des formations face aux 15 millions de coachs qu'il y a à côté de toi, faire des exercices toujours plus délirants, et comme tu as un gros physique, les gens se disent « Ah bah, s'il a un physique comme ça, c'est parce qu'il fait ce type d'exo. » Et donc les gens commencent à faire des exercices débiles, parce que certains influenceurs, pour vendre, font des exercices à la con en disant « C'est grâce à ça que je me suis construit un physique. » Et d'ailleurs, il y a un Américain qui s'est fait choper comme ça, où dès qu'il filmait une vidéo, les exos, c'était toujours plus con. Ils n'avaient aucun sens, c'était très bizarre. Et à chaque fois qu'il ne filmait pas de vidéo et que les gens le voyaient dans une salle de sport, il faisait une séance très classique. Mais du classique, développé couché, soulevé de terre, squat, machin, des mouvements de base. C'est pour ça qu'on rejette tout ce qui vient du passé. Parce que ce qui vient du passé ne fait plus vendre. Exactement. Les méthodes d'entraînement, tu n'en as pas 50. Il faut amener le muscle à la rupture, faire des mouvements amplitude globale, faire les mouvements de base. Tout ce qui est machine, moi je trouve que c'est très très bien aussi. En plus pour des gens de mon âge, on commence à avoir les articulations. Bon, ça, si on prend les bons compléments, on ne parle pas. Donc c'est plus sécure. Aujourd'hui, tu as accès à du matériel qui, nous, dans les années 80, ça nous faisait rêver. Moi, je me suis entraîné sur les machines qui étaient faites maison, en fait. Hein. Tu sais, tout ce qui était Nautilus, c'était la marque à la mode, tu vois, dans les années 80. Donc ça nous faisait complètement fantasmer. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, donc là, tu t'imagines, Gold Gym, c'était incroyable. Ah bah, là, maintenant, les gamins, quand ils sont dans les salles, ils disent non, c'est quoi Technogym? Non, j'aime pas. C'est quoi Hammer Strength? Non, j'aime pas. Moi, je m'entraîne que sur du Panatar. Pardon? Ouais, pour moi, Pardon, monsieur. Pas tous les matériels c'est vrai, toutes les marques sont équivalentes, mais tu peux t'entraîner Non, mais avec tu peu peux de t'entraîner avec choses. tout, quoi. Et franchement, tu peux t'entraîner avec tout. Et le niveau des salles de gym, par contre, c'est vraiment le point positif, est très très élevé par rapport aux années 80. Ok. Par contre, c'est à l'encontre de la clientèle qui l'utilise. Mais c'est un peu la barbarisation de la culture, tu vois. Quand en fait trop de monde fait un sport, tu vas avoir toute une dérive. Et cette dérive, bon, c'est ça. que ce soit, mais pour tout, hein, pour toute activité. Hein. Moi, je l'ai vu, tu vois, au niveau des sports de combat, notamment au niveau du self-défense au début. Je me souviens, le Krav Maga en Belgique, quand ça a été lancé, c'était d'ailleurs que des anciens militaires israéliens qui en faisaient, ils étaient à peu près 300. Je me souviens qu'on rentre, surtout mon père rentre dans ce milieu-là, et il doit être, peut-être 500, 1000, grand maximum, sur tout le territoire belge. Il y a une fédération. Aujourd'hui, des fédérations, il y en a, 7, 8. Et à l'époque, c'était un truc très simple. C'était un sport de défense militaire. Donc, tu répétais beaucoup d'actions très simples, mais le but était de répéter, qu'en situation d'adrénaline, tu gardes une partie de ce que tu as répété des milliers de fois. Et je suis tombé sur des vidéos dernièrement de nouvelles fédérations, notamment en France. C'est devenu tellement con. Alors c'est beau, hein, à regarder, c'est magnifique. Mais c'est devenu tellement compliqué, tellement too much, que ça sert à rien. Ça sert à rien. Il n'y a aucune situation où ça peut te servir de faire des trucs dans tous les sens, de mettre le bras dans une certaine position, d'aller chercher le nerf médian ici, machin.
Ouais, surtout Tu que vois? dans les combats de rue, ça se passe rarement comme Bah, ça. c'est On ça. est d'accord. C'est ça. Mais tu vois, tu parlais des fédérations. Pour moi, là aussi, peut-être je vais choquer quelques-uns d'entre vous, mais pour moi, le culturisme ou le bodybuilding, c'est pas un sport. Ok. C'est du développement personnel, en fait. C'est un combat contre soi-même. C'est pas un sport. Parce que déjà, tous les critères de jugement, et là je peux t'en parler, je connais des juges, je connais des présidents de fédérations, j'ai suivi tout le cursus de toutes ces fédérations, IFBB, pas IFBB, WABA, NABA, etc., etc. C'est que du jugement en fait. C'est quoi le sport? Tu combats qui? Tu combats un autre physique et tu vas être jugé par quelqu'un qui va dire mais lui il est plus sec que lui et tout. Toutes les années les critères ils changent. Tu parles avec tous les, sauf ceux qui terminent premier, si tu veux. Là aussi, parce qu'il y a du copinage ou du sponsoring ou ce genre de choses, tu vois. C'est tellement facile de truquer parce que t'as pas de but, en fait. T'as pas de but marqué, t'as pas de performance chronométrée. C'est de l'artistique. T'as aucun indicateur purement objectif, quoi. J'ai jamais fait de compétition. Déjà, j'avais pas le niveau. J'étais beaucoup trop grand, ectomorphe. Je pouvais pas prendre trop de masse. Je suis monté jusqu'à 115 kilos. J'étais vraiment au taquet à cette époque-là. Mais j'ai jamais été attiré, en fait, par la scène, comme on dit. Je peux comprendre qu'on prenne du plaisir de la scène, parce que je suis musicien, je joue en concert et tout. C'est fantastique, la scène. Je fais des shows-conférences pour Hit. C'est fantastique. Te retrouver dans un public, tout ça. T'as de l'énergie. Tu crées de l'égrégore, etc. Mais pour moi, ce n'est pas un sport. Je me suis pris la tête un peu avec un compétiteur il y a quelques temps de ça lors d'une conférence. Mais c'était pas pour le choquer. Je lui ai expliqué, tu vois, mon point de vue. Il me dit, oh, mais donc, tu fais une activité physique. C'est pas un sport, c'est une activité physique. D'ailleurs, le bodybuilding, tu le fais pour toi. Le bodybuilding, en fait, il n'y a pas d'arrivée, il n'y a pas de but. Le bodybuilding, c'est quoi? C'est un chemin. Donc, c'est des préceptes qui doivent te conduire jusqu'à la fin de ta vie. Moi, jusqu'à la fin de ma vie, je pense, si Dieu m'en prête, je soulèverai des poids qui sont de moins en moins lourds. Je vais finir avec les poids que je commençais au début, tu vois. Voilà, c'est l'histoire du bodybuilding, mais en tout cas, c'est une activité physique qui est incroyablement, qui demande incroyablement qui demande beaucoup de discipline. Il faut être très discipliné. Quand on me dit, alors tu es motivé? Non, moi j'ai jamais été motivé pour aller à la salle de gym en fait. Peut-être au début, c'est la discipline. La discipline sera toujours supérieure à la motivation. Si tu gardes une bonne discipline, tu te dis, il faut y aller, tu y vas. Tu fais ce que tu as à faire. Et c'est là où je suis un peu contre le CrossFit, tu vois. Parce que moi, je m'entraîne aujourd'hui, depuis très très longues années, à l'instinct. Je fais ce que j'ai envie de faire, j'essaye d'avoir quand même un volume de travail assez important, mais quand je suis fatigué, je force pas. Quand tu fais du CrossFit, tu dois répondre en fait à des performances avec je me rappelle plus, j'ai pas les termes exacts, je connais assez mal ce sport, mais c'est t'as des performances, tu vois, à répondre lorsque tu arrives dans une séance. Bah, si tu es fatigué, des fois, tu dois lever le pied. Et puis quand je vois aussi des mouvements de CrossFit, notamment quand il y a des tirages comme ça, des barres donc à la nuque, c'est assez étrange. C'est des mouvements qui sont pas très rigoureux. Voilà. Mais bon, je veux pas me faire ennemi avec tous les pratiquants de CrossFit, c'est très bien, mais moi c'est le jugement que je peux apporter en tant que culturiste entre guillemets. Je pense que, alors, on peut appeler ça un sport ou autre, mais je pense que c'est une des seules pratiques où, contrairement à un sport classique sur lequel tu es censé avoir une performance X à un moment donné, qui est plutôt objectif, tu vois, par exemple, si on prend le tennis, tu mets X points face à un adversaire, tu gagnes tes matchs. Voilà. Je pense que c'est un des seuls sports où quand tu as une condition, entre guillemets, qui te plaît, physiquement, c'est un des seuls sports où tu peux être fier quasi tout le temps, même hors période de compétition. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un des seuls sports qui peut te procurer, entre guillemets, une certaine fierté quasi tout le temps, hors compétition. Pas comme, entre guillemets, si tu fais du tennis et tu es très fier parce que tu as gagné Wimbledon, par exemple. Oui, là c'est quelque chose que tu portes sur toi. Oui, Quasi tout le temps, physiquement à ce à quoi tu ressembles. J'en connais en prise de poids avec 20 kilos ils sont pas très fiers aussi, mais bon. Après, ils sont de plus en plus rares, etc. voilà, parce qu'avant aussi, là aussi, avant tu pouvais prendre que du muscle qu'en prenant du poids, ce qui est pas forcément vrai. Voilà. Mais je persiste et je signe en disant que le bodybuilding, ce n'est pas un sport. C'est une activité physique. Et pour moi, c'est vraiment le combat contre soi-même, c'est-à-dire avoir une discipline.
pour amener son corps, pour amener sa tête aussi. Moi, quand je fais mes entraînements, avant j'écoutais de la musique, ça m'arrive de plus en plus rarement. Aujourd'hui, j'écoute du podcast, j'écoute des conférences, je me nourris en fait, parce que je fais totalement abstraction du monde autour de moi, hein, des gens qui lâchent les poids, des filles qui soulèvent du 120 kilos, tu vois, au hip skirt, puis voilà. Hip thrust, c'est ça? Hip thrust, ouais. Hip thrust. Donc voilà, je fais totalement abstraction et puis je reste dans mon monde et c'est pour moi une forme de méditation en fait. Mais ça reste de la culture physique. Voilà, c'est être fier de son corps, c'est quand même la seule chose que tu peux pas acheter. Tu peux avoir quelques implants, j'irai à droite à gauche, mais je dirais un physique harmonieux qui te rend en fait plus sûr de toi aussi, avoir une assurance et surtout une dépense avec toutes les hormones, voilà, sérotonine, etc. qu'on peut avoir, des shoots de dopamine qu'on peut avoir après la séance. Donc voilà, c'est plus qu'un sport, quoi, que la pratique sportive, tu peux l'avoir également, mais avec un adversaire, tu vois. Donc tu me disais que tu as aussi, t'es rentré un peu dans le monde de la supplémentation à la suite de cette période-là, en important les protéines Vader. Très tôt, ouais. Donc ça fait quand même un moment que tu es dans ce milieu. Ouais, plus de 40 ans. Ouais, c'est pas 2 jours. Voilà. Pourquoi tu as décidé de travailler avec nous, sachant que tu fais très peu, voire quasi jamais de partenariat? Parce que, j'utilisais vos produits Avant avant. qu'on se connaisse. J'ai reçu un email d'une personne qui se trouve à ma gauche et qui est en charge d'enregistrer le son, l'image. Il s'appelle Luc, qui m'a envoyé un message très sympathique, en plus qui m'a dit qu'il faisait partie de mes lecteurs. Et j'ai commencé à me renseigner comme je fais normalement avec tous mes travaux sur l'origine un petit peu de Nutriméa, ce que vous proposiez comme produit, l'analyse de vos produits également. Et je me dis, c'est une belle opportunité pour moi d'enfin de parler de supplémentation. Je n'ai pas parlé en fait de supplémentation dans tous mes livres. Parce que pour moi, la supplémentation, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les finitions d'une maison. Voilà, il faut avoir les bonnes fondations. Et moi, ça a été tout mon travail depuis 10 ans, c'est avoir ces bonnes fondations. Mais je remarque aujourd'hui, avec cette insuffisance des nutriments dans les aliments, due à plein de problématiques, notamment l'agriculture intensive. L'appauvrissement, donc tu vois, de ces nutriments, que ce soit dans les fruits, dans les légumes, etc. Les progrès qu'a fait la science aussi, en tout ce qui est, médecine naturelle aussi. Et pour moi, les suppléments font partie, en tout cas, de mon quotidien. Et le fait de travailler et d'échanger, notamment avec toi, de plus en plus fréquemment, vous m'avez rassuré déjà sur votre éthique, votre passion aussi d'entreprendre. Les gens ne savent pas, mais bon, j'ai en face de moi un jeune entrepreneur de 23 ans. C'est pour moi assez impressionnant. Et je me reconnais, tu vois, à ton âge, parce que cette passion d'entreprendre, on en a parlé, hein, c'est quelque chose voilà, qu'on a en nous. Et je suis vraiment séduit par l'ensemble de votre gamme. Et ce qui m'a fait aussi me décider, c'est que vous n'êtes pas une marque go muscu, comme j'appelle. Voilà, vous venez pas du monde Non, vous venez de la santé. du sport, voilà, et que vous venez donc de la santé avec ces compléments. Là, je vois en face de moi des huiles essentielles qu'utilise Valérie. Donc, voilà, il y a plein de choses. Et puis c'est en testant vos produits, tout simplement. Donc, je vais vous faire en profiter ceux qui me suivent. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui ai déposé le terme la jungle alimentaire, hein, qui est le prochain podcast que j'ouvre très bientôt. Là, je l'annonce, donc il va falloir que je l'ouvre. Premier épisode, donc voilà, bientôt. Et aujourd'hui, c'est la jungle des compléments alimentaires. Parce qu'on trouve de tout. Et quand je parle avec des amis, dosages, tout le monde consomme marques, de la whey. Et je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais on a dit qu'il faudra vraiment qu'on en parle une autre fois de l'importance de bien choisir, en fait, notamment ce complément qui est indispensable aujourd'hui à tout le monde, même si on ne fait pas de sport, qui est la whey protéine, parce que les sources de protéines aujourd'hui sont de plus en plus chères, de plus en plus rares, et des compléments comme ça sont pour moi indispensables. Mais il faut savoir les choisir. Et soit on se repose sur quelqu'un à qui on a confiance, voilà. Ou alors on fait comme beaucoup, on achète au moins cher. Pas cher, pas bon, comme je dis, c'est assez simple, mais il y a de tout en fait dans les compléments alimentaires. Et il faut choisir voilà, une bonne marque avec de bons produits et puis y mettre le prix, bien que ça ne soit pas déconnant, mais il faut être conscient de ça. C'est compliqué, c'est vraiment la jungle des compléments alimentaires. Tout le monde vend tout et n'importe quoi à n'importe quel prix et des produits qui viennent dans la saison. En fait, de toute façon, tu as peu de réglementation par rapport notamment au dosage en dehors
une réglementation maximale. Demain, si je veux vendre un magnésium à 30 mg par jour, je peux le faire. Même si la dose recommandée c'est 300, je peux en vendre 30. Il n'y a rien qui m'empêche de le faire. De même que par exemple, il y a des compléments sur lesquels, par exemple, le pré-workout, c'est pas interdit de vendre 400 mg de caféine, même si c'est l'apport maximal d'une personne sur la journée, et que la personne va peut-être prendre un café, va peut-être prendre une boisson énergisante, va peut-être prendre d'autres choses enrichies en caféine. C'est pas interdit de vendre le maximum sur un produit. Résultat des courses en fond. Alors il y a des produits sur lesquels c'est très bien. Par exemple, sur le curcuma, être au maximum de curcuminoïdes, super intéressant. Pour ceux qui ne savent pas, la curcumine fait partie des curcuminoïdes. Je le rappelle parce que souvent on hésite entre c'est quoi le plus important. En fait, c'est pas que c'est la même chose, c'est que la curcumine fait partie des curcuminoïdes. Mais par exemple, sur la caféine, sur un pré-workout, je sais que c'est un produit qui est très populaire chez les gens qui font la muscu. Si on fait un pré-workout trop dosé, et par exemple, moi je vais prendre la communauté des jeunes go muscu et autres, pourquoi j'ai pas mis par exemple 200 ou 250 mg par prise? C'est tout bête, c'est parce que je sais que souvent ils mélangent avec un Monster ou avec du Red Bull, qu'ils en prennent un autre dans la journée, ou qu'ils prennent du café. Moi je juge pas, je m'en fous, c'est pas mon rôle de toute façon. Je sais juste que si on mélange tout, au bout d'un moment on passe à 5, 600, 700 mg de caféine par jour. Et après j'entends, ouais j'ai des migraines, j'ai des énormes downs physiques, c'est-à-dire après ma séance j'ai envie de dormir, je suis crevé, je suis mort de fatigue, etc. etc., etc. Et je pense que c'est le rôle d'une boîte, surtout qui fait de la santé à la base. Tu vois par exemple, si on prend un complément santé, le zinc, souvent on va recommander 15 mg par jour. Nous on a fait le choix d'être à 12,5, pas à 15. Alors, tu peux te dire, bah du coup, au même prix, pourquoi je ne prendrais pas 15 chez un autre? Pour la simple et bonne raison qu'on part du principe que dans ton alimentation générale, tu risques de retrouver entre 2 et 3 mg de zinc, à minima. Et si on met forcément le maximum ou qu'on surdose notre complément et que tu as un apport à côté, tu risques d'avoir un effet qui est plutôt, pas positif, qui est plutôt négatif. Et c'est le taf, entre guillemets, d'une boîte qui fait de la santé de faire ça, c'est-à-dire de réfléchir au-delà de ok, ça c'est la recommandation de base, je fais la recommandation de base, ou d'aller chez un fournisseur, de dire ok, vous avez quoi, ce qu'on appelle sur étagère, un produit sur étagère, c'est justement une composition qui est déjà existante, et de dire ok, elle coûte combien, ça marche, je la prends, je la vends. Nous, toutes les compositions sont faites ici, toutes. On décide des compositions, on envoie ça à des fournisseurs en disant je veux tel compo, tel produit, tel type de matière première à tel endroit, tel prix. Mais tout est fait ici. Ouais. D'ailleurs, à ce sujet, je vois de plus en plus de marques, en tout cas de fournisseurs, des marques blanches, comme on dit, qui proposent donc de créer sa propre marque de compléments alimentaires en apposant juste son nom. Et pour moi, c'est hallucinant de voir aussi des personnes qui sont pas forcément issues de ce sport, qui comprennent pas grand-chose. Je sais pas, je suis pas à leur place, mais bon, qui n'ont pas forcément de crédibilité, hormis la visibilité qu'ils ont sur les réseaux sociaux. Mais la visibilité qu'on a sur les réseaux sociaux n'est pas du tout, je dirais, en rapport avec notre compétence. Ou alors, c'est rare. Parce qu'une visibilité aujourd'hui, ça ne s'acquiert pas avec des compétences. Ça s'acquiert juste avec du putaclic. Je suis désolé d'être choquant, mais c'est la vérité. Je découvre aujourd'hui des TikTokers, des Instagrammeurs, cette fameuse commission d'enquête complètement ridicule là, qui a lieu en ce moment. Je découvre des personnes sur TikTok qui ont des millions d'abonnés, mais je me dis, je suis en train de vivre en fait dans le film Idiocratie. Je ne sais pas si tu connais ce film-là, Idiocratie, je t'encourage à le regarder. Un film qui date il y a un peu plus de 10 ans, une grosse série Z, où c'est un monde, où la stupidité en fait a pris le pouvoir. Mais on est dans un monde en fait, qui est régi par plus aucune règle en fait, de bon sens. Donc je vois des Instagrammeurs en fait, qui ont énormément de visibilité. Aujourd'hui, la visibilité fait vendre. Je peux te prendre un exemple dans l'édition. Aujourd'hui, les éditeurs ne vont pas chercher un auteur qui a du talent. Ils vont chercher un Instagrammeur qui a des vues. Après, ils ont des petites mains pour écrire un livre pour lui. C'est pas un problème. La visibilité fait vendre pour tout. Donc il y a des marques qui se créent avec des personnes qui ont une certaine visibilité sur les réseaux sociaux et qui n'ont pas de crédibilité dans ce domaine-là, hormis leur visibilité. Alors, tu vois, par exemple, tu parlais de marque blanche, je suis d'accord, c'est un problème. Je peux comprendre que, par exemple, tu as envie souvent, l'intérêt de la marque blanche comparé à faire directement ça avec une usine, c'est que tu as des quantités de commandes qui sont très faibles.
pas obligé de prendre 2, 3, 4 000 produits. Ouais. Donc, je peux comprendre, par exemple, pour faire un test une fois, de prendre 200 unités d'un produit et d'essayer, voir si ça répond ou pas. Parce que à la fin de la fin, au-delà du côté éthique, la vie d'une boîte, c'est aussi de gagner de l'argent. C'est normal, sinon elle meurt. Et pour vérifier qu'il y a bien un marché, que ça intéresse les gens, je peux comprendre de faire ça une fois. Le problème, c'est qu'il y a des marques qui basent toute leur gamme sur des copies. Ok. Mais toute leur gamme. C'est-à-dire tous leurs produits. Et ça se vérifie assez facilement si tu prends encore une fois, je ne vais pas les citer, mais si tu prends les très gros noms, Ouais. d'accord, notamment aux US aujourd'hui, d'accord, il y a 3, 4 grandes marques que tout le monde connaît. Ouais. Tu prends ces 3, 4 grandes marques, tu prends les produits les plus classiques, pas les plus travaillés, mais les plus classiques, d'accord. Regarde les compositions, et puis regarde genre 70% des petites marques qui se créent derrière avec des packaging qui n'ont pas les mêmes couleurs, mais qui visuellement, en termes de taille, de forme, etc., ils ressemblent. Regarde les compositions et puis tu verras. C'est parfois exactement la même chose. Ouais. Mais quand je dis exactement, c'est exactement. Ça m'est arrivé sur 2 shots de boissons de pré-workout l'autre jour. Je voulais tester des pré-workout en shot. Même format, bon, ok, je me dis, bon, pourquoi pas. Je regarde les compositions, 3 grammes de sang, 3 grammes, 2 grammes, 2 grammes. 360 calories, 360 calories. Tout était pareil. Tout. Tu vois, je veux bien qu'il y ait une coïncidence sur un produit, mais quand c'est sur 15... Et donc le souci, si tu veux, c'est que ça va pas forcément s'opérer au niveau de la composition. Le problème pour moi, ça va être au niveau de la recommandation. C'est-à-dire, on va être capable de te dire, bah ça et ça, faut pas forcément les prendre ensemble. Ça et ça, au contraire, c'est vachement bien à prendre ensemble, ça booste les effets. Etc., etc. Mais une marque qui n'y connaît rien ou qui fait pas ça depuis un moment ou qui s'y est pas vraiment intéressée parce que c'est un sujet passion. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, surtout que je dis, c'est des T'achètes gens qui n'importe sont, quoi, quoi. ouais, qui sont issus et qui ont une certaine notoriété, visibilité, et puis donc ça fait partie de cette jungle alimentaire. Voilà. Et pour moi, jungle des compléments alimentaires, c'est une voilà. Alors t'as ça et t'as un autre truc aussi, c'est que t'as beaucoup de sentiments d'appartenance avec l'influence aujourd'hui. Ce qui est d'ailleurs que moi un truc que je trouve plutôt chouette, hein, ça permet aux gens d'avoir un idéal, etc. Et c'est toujours une bonne chose. Par contre, le problème, c'est que du coup, ils font confiance de manière aveugle aux gens qui le suivent. Sans pour autant, je ne dis pas forcément qu'il faut remettre en question la parole donnée, mais à minima, vérifier avec ses infos à soi. Tu vois, par exemple, je dis une bêtise, si je suis quelqu'un, c'est pas parce qu'il va me conseiller tel truc que je vais l'acheter d'office. Il faut d'abord aller regarder. Si effectivement c'est bien, que j'ai confiance dans le profil du mec que je suis, que le produit m'a l'air vraiment bien parce que j'ai vraiment regardé, alors je vais acheter. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui mettent en avant des produits qui sont pas particulièrement intéressants, mais comme ils disent c'est des super produits, ça se vend très bien. Et c'est le truc sur lequel j'ai un peu de mal. Tu vois, je préfère qu'on travaille avec moins de profils sur les réseaux, des profils un peu moins gros, moins suivis, mais que les profils soient de qualité. Tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai pas un seul profil avec lequel je suis pas content qu'on travaille. Ça a été une de mes raisons aussi de. Hein? Sauf Gilles. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça a été une de mes raisons aussi de vous choisir, en tout cas de répondre à votre proposition. C'est voilà, parce que vous avez aussi l'opportunité de prendre, je dirais, maximum aussi d'influenceurs ou d'instagrammeurs, etc. Moi, je ne me considère pas comme un influenceur ou un instagrammeur, bien que je le sois indirectement. Moi, je suis avant tout un auteur. Moi, ma source de revenus, en fait, c'est mes livres. C'est les écrits que je produis dans des magazines. C'est ce que je produis dans le e-club avec les gens qui me financent pour produire des émissions, pour leur transférer en fait, de l'information. Donc, mes revenus ne viennent pas générés par les réseaux sociaux. Voilà. Donc, ça fait une très, très grosse différence, en tout cas. Et moi, je tiens toujours à mon indépendance. Voilà. Si jamais j'ai à critiquer un de vos produits, je le ferai. Mais c'est pas le but, en fait. Je préfère me privilégier ce que j'utilise. Et puis, il y en a assez qui sont légion. Mais en tout cas, je sais qu'on a eu des échanges, en tout cas, sur certaines choses. Et ça, c'est agréable pour moi. Voilà. Moi, je suis indépendant. Après, c'est sûr, c'est qu'on ne sera pas le genre de marque à te dire, vu qu'on bosse ensemble, mets en avant tel truc, même si je l'aime pas. Tu vois. Si t'aimes pas, moi je comprends. On n'aime pas tous les mêmes choses. Puis voilà. Oui, mais pour moi, il y a des fondamentaux. C'est pour ça que j'ai créé Top 10, tu vois. Top 10, pour moi, c'est une sélection. C'est mon code promo, Top 10, Top 10. Et puis, parce que je pense qu'il y a certains indispensables. Après, le reste, c'est pas du superficiel, mais voilà, ça a répondu à certaines demandes aussi de certaines pathologies qu'on rencontrait notamment
les femmes par rapport à des cystites, tout ce genre de choses. Mais du coup, vous veniez en fait du milieu de la santé. Pour moi, c'est un gage de qualité en fait. Voilà. Ah, c'est sûr. Tous les contrôles qu'il y a, je connais la DGCCRF, voilà, c'est beaucoup plus sécure que des personnes qui viennent juste du monde du sport, de la muscu surtout. En fait, faut se dire qu'aujourd'hui, la gamme sport, c'est une gamme qui est visée pour la performance, mais avec la chose suivante, c'est fait avec passion, validé par la santé. Tu vois, on fait pas des produits sport qui marchent en se disant, ouais, au pire, ça te flingue un peu tel truc, c'est pas grave. Le système digestif, il y a beaucoup de whey, par exemple, qui sont, on parlait du lactase tout à l'heure, mais qui sont pas enrichis en lactase ou pas enrichis en probiotiques ou en enzymes digestives, qui sont très lourdes, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent, c'est pas cher, donc ils vendent. Et puis, moi, le nombre de produits, je crois que je t'avais eu au téléphone par rapport à ça il y a une semaine. Le nombre de produits où je vois des compositions et je vois 20% de protéines de poids, 30% de protéines iso, 20% de protéines concentrées, et genre, t'as 30% du produit, c'est des additifs, c'est 4, 5, 6 édulcorants, 3 ou 4 épaississants, enfin un nombre de trucs pas possible, et genre 5 arômes différents, aucun n'est naturel. Et d'ailleurs, les valeurs sont pas ouf, tu vois. Et le profil d'acide aminé est dégueulasse. Tu sais que là, ouais, tu vas rien assimiler dedans, mais ce qui je trouve dingue, c'est que les gens consomment quand même ça. Et je vois, moi, au niveau du goût, j'ai quand même un goût qui est assez fin aujourd'hui, parce que je mange que des aliments naturels, tu vois. Et notamment ta whey, elle est pas, je dirais, il n'y a pas des arômes qui te sautent comme ça, genre au palais. Il y a les protéines que j'ai pu goûter. J'ai pas pu finir, en fait. C'est beaucoup trop fort pour moi. Ou trop sucré, ou trop fort en goût. Parce que là aussi, on répond voilà, à cette demande de je mange par gourmandise, pas par nécessité, donc je préfère quelque chose. Est-ce qu'elle est bonne, ta protéine? Comment ça, est-ce qu'elle est bonne au goût ou est-ce qu'elle est bonne au niveau nutritif? Ah, c'est deux choses différentes. Non, mais là, c'est bon au goût. L'idée, c'est d'avoir les deux. Oh, elle est super bonne. Ah, tu as vu, elle se mélange bien, elle fait pas de grumeaux, elle est super bonne au goût. Ouais, mais pour moi, c'est pas un critère de qualité. Il faut qu'elle soit bonne au goût aussi. Il faut pas qu'elle soit. Voilà. Que ce soit les deux. Et il faut qu'elle soit les deux. Voilà. Mais en fait, il faut mettre en avant ce qu'il y a à l'intérieur et comment décrire une étiquette. Bon, ça, c'est un petit peu ma partie. Je trouve que c'est pas assez développé dans les compléments alimentaires. On ne lit pas assez les étiquettes, en fait. Ah, ça, c'est clair. Alors, on lit combien pas de pourcentage de protéines? Voilà. Il faut juste ce qui est intéressant. C'est que ça, voilà. Et le prix. Exactement. Alors, mais il y a un complément sur lequel j'aimerais revenir, au moins que tu nous expliques pourquoi tu as commencé à le prendre avant qu'on se connaisse, que ce soit chez d'autres marques et même chez nous après. Et surtout que tu expliques qu'est-ce que tu ressens ou qu'est-ce que tu as ressenti comme différence importante suite à la prise de ce produit, c'est la spiruline. Comme différence importante, je peux pas te dire en fait, parce que c'est pas tous les produits naturels, t'as pas des effets foudroyants. Moi, je connais en fait l'importance de la spiruline au niveau des nutriments. C'est pour moi l'aliment le plus complet au niveau des vitamines, minéraux, oligo-éléments. La spiruline, on a nourri les enfants de malnutrition grâce à une nourrition uniquement de spiruline. Je dis pas qu'il faut. C'était, je crois, en Éthiopie, dans des pays comme ça africains. Mais il ne faut pas manger, bien sûr, que de la spiruline. Il faut savoir que la spiruline, en fait, c'est une cyanobactérie, c'est une algue, hein. C'est naturel. Ça se reproduit naturellement, c'est pas fabriqué, c'est pas chimique. On peut le manger même de la spiruline fraîche. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'en goûter. Moi, la spiruline en poudre, là aussi, c'est spécial. C'est pour ça que les comprimés, en fait, c'est pas dénaturé, parce que là, c'est la poudre, en fait, qui est compressée, tu me confirmes, hein. C'est ça. Donc, c'est facile, en fait. Donc, c'est plus facile à pouvoir prendre. Plus facile à prendre. Moi, c'est ma morning routine depuis 10 ans. Parce que je me suis intéressé au potentiel nutritionnel de la spiruline. Pas au goût. Parce qu'après, si tu suces le comprimé, tu as la langue verte. Bon, tu te la joues au petit Hulk, tu vois, etc. Tu peux avoir les dents vertes si tu le bois au shaker. Bon, après, ça passe. Bien entendu, ça passe pas à la frontière de l'émail. Mais spiruline, pour moi, comme je te dis, c'est l'aliment le plus puissant de l'univers. Je me rappelle kryptonite, etc. Mais c'est pour moi le multivitamine parfait. Voilà. Après les effets, je peux pas te dire, c'est pas. C'est un tout. Mais c'est un tout. En tout cas, ça peut combler quasiment toutes sortes de carences. Toutes sortes de carences. C'est quelque chose qui est déjà peu onéreux. La tienne, en plus, au niveau qualité-prix, mon ami, je pense que vraiment, voilà. Pour moi, c'est la meilleure qualité. Ouais. C'est pas mal. Donc, sourcée de Mongolie, etc. Donc, vraiment. 100% bio. Et ça de manière 100% naturelle. bio. Après, je sais même pas s'il y a la spiruline non bio. Ça va se faire sur l'extraction, en fait. Peut-être sur l'extraction, ouais. Et la transformation du produit en gélule. S'il y a des rajouts pour que ce soit moins cher, c'est ça souvent aussi. Hein. Pour moi, c'est indispensable. S'il y a un produit à choisir dans la gamme, déjà le premier, spiruline.
C'est pas sur le premier sur lequel j'ai communiqué. J'ai voulu faire un petit peu l'original. Mais non, mais je vais y aller dessus parce que c'est vraiment quelque chose que j'utilise quasiment tous les jours. Par contre, il faut y aller progressivement. Comme tout super aliment, ça fait vraiment partie des super aliments, il faut y aller progressivement. Moi, j'en prends un peu plus que la dose recommandée. Je suis quasiment à 5 grammes par jour. Ça fait à peu près 12 comprimés là chez toi. Mais voilà, je conseille de la prendre progressivement. Il y a des gens, je peux te dire le potentiel de la spiruline parce qu'il y a des gens qui la supportent pas tellement c'est fort. Il y a des personnes fragiles qui ont beaucoup de pathologies, notamment une personne que l'on suit, avec Valérie, qui, au bout de deux comprimés, elle a des palpitations. Bon, bon, il faut voir si ça correspond, et si c'est vraiment l'aspirine, mais il y en a qui ne la supportent pas, parce que c'est un élément très très concentré, très pur. Ça me rappelle aussi, moi j'avais fait un malaise lorsque j'ai bu mon premier jus d'herbe de blé. Parce que le jus d'herbe de blé, c'est hyper nutritif, mais c'est hyper violent, quoi. Je te parle du jus d'herbe de blé frais. C'était à Montréal, je crois que c'était dans les années en 2010. Premier bar à jus, donc tu rentres, il y a du gazon de partout. Je dis, qu'est-ce que c'est, tu vois? C'est comme, c'est l'herbe à chat, tu vois, c'est de l'herbe de blé. Donc il coupe l'herbe de blé, il le passe dans un extracteur à jus, et tu te prends des shots comme des expressos, mais du vert, tu vois, vert. Donc ça a le goût de l'herbe, hein, tu as l'impression de tendre le gazon, tu vois. Et moi, d'un coup, j'ai eu une montée de chaleur et tout. C'était très, très puissant. Je me suis assis, je failli faire un malaise vagal, tu vois. Faut y aller mollo avec l'aspirine. Mikao Donc pour ça le gazon. prouve, non mais ça prouve, si tu veux, la puissance aussi de la concentration de nutriments qu'il y a dans la spiruline. Ok, est-ce qu'il y a, je sais pas moi, un produit aussi, à part l'aspirine, que tu as l'habitude d'utiliser depuis un bon moment? Je dis la levure de bière. Pour moi, excellent complément, tout ce qui est vitamine B, etc. C'est pour la levure de bière très très intéressant. Le vinaigre de cidre aussi, tu as autant en forme concentrée. Ça, c'est vraiment des choses qui sont très intéressantes. Et bien entendu, les fameux oméga 3, mais pas n'importe quels oméga 3, parce que les oméga 3 avec l'huile de krill. Là, c'est le top du top. Ah là, attends. Non, mais là, c'est le top du Là, top. attends, Bon. t'es... Mais là aussi, on n'est pas forcément sur du prix low cost de l'oméga 3 qui vient Non. de Chine. Exactement. Mais l'oméga 3 à huile de krill, tu sais que moi, je suis un adepte donc de David Servan-Schreiber. Ah, mais attends. Attends, je te coupe une seconde. Tu sais qu'à la base, cette boîte est créée à la suite de la lecture d'un livre de David Servan-Schreiber. Il y a 10-12 ans. C'est Cancer, alors. Hein? Son livre Cancer. C'est Où un il livre fait sur les oméga 3, Oui, l'humeur. Ouais, c'est Cancer. Voilà. Exactement. Où il fait, Voilà. ça a été toute la vague des oméga 3. C'est ça. La création de la boîte, l'idée de créer cette boîte vient de ça, à la base. À cause du déficit d'oméga 3, parce qu'on mange beaucoup trop d'oméga 6. C'est pas qu'il y a moins d'oméga 3, c'est qu'on mange beaucoup trop d'oméga 6. Et on doit avoir cette balance. Avant, dans le paléolithique, ceux qui vantent le régime paléo me font doucement rigoler. Dans le paléolithique, c'était la viande issue de la chasse. Hein, aujourd'hui, je connais très peu de gens qui mangent paléo, qui mangent de la viande issue de la chasse. Excusez-moi. Donc, c'était quasiment un oméga 3 pour 2-3 oméga 6. Mais avant, c'était vraiment 1 pour 1. Mais là, aujourd'hui, c'est quasiment 1 pour 15, voire 1 pour 25 aux États-Unis. Hein. Toutes les huiles, si tu veux, hydrogénées, etc., gavées d'oméga 6, beaucoup trop de maïs, l'huile de tournesol, à bannir l'huile de tournesol, interdit. Je vois les huiles aujourd'hui de sueur à base d'huile de tournesol. Je te raconte une petite anecdote, c'était avant-hier. Je croise un gars qui était avec sûrement sa copine au téléphone, il me dit « Comment ça, tu veux que j'achète quoi? De l'huile de tournesol? Ouais, ok, je vais acheter de l'huile de tournesol. » Je vais le voir. Pendant 10 minutes, j'ai mis la tête comme ça, qu'il a ramené de l'huile d'olive, tu vois, à base de l'huile de tournesol. Alors, j'ai dit, je veux pas acheter de l'huile de tournesol. Mais pourquoi? J'ai pris un quart d'heure de mon temps, j'ai fait le topo. Pas possible, interdit, trop d'oméga 6, tu vois. Donc, il faut récupérer les oméga 3. Et David Servan-Schreiber, mais son histoire, elle est incroyable. Un gars qui a une tumeur au cerveau, qui la décèle lors d'un exercice avec ses élèves, parce qu'il est chercheur au CNRS, je crois. Et donc, on lui donne 6 mois à vivre. Et il dit non, ça va pas se passer comme ça. Donc il fait des recherches sur l'hygiène de vie, le mental avec tout ce qui est cortisol, etc., l'alimentation, et aussi avec une alimentation enrichie en oméga 3, parce qu'il y a un déficit d'oméga 3. Et le mec, il a tenu quand même 16 ans. Malheureusement, il est décédé. C'est une personne que j'ai pas rencontrée, tu vois, et je regrette de ne pas l'avoir connu avant. Et tu vois, c'est quelque chose qui nous relie. Et je suis très heureux que David Servan-Schreiber fasse le lien entre toi et moi. Écoute, en fait, ce qui se passe, c'est que mon père est sujet à de très gros changements d'humeur, mais de manière assez violente. C'est-à-dire que jour 1, c'est tout va bien, limite, je suis le roi du monde, je vais tout réussir aujourd'hui, voilà. Ouais. Le lendemain, je suis le roi des cons, faut que je me mette une balle. J'exagère un peu, mais je grossis le trait, mais tu comprends l'idée.
Et justement, et je parle de ça, ça démarre il y a 25 ans, hein, il y a un bon moment, ou une vingtaine d'années. Et il lit ce bouquin sur justement le rôle des oméga 3, notamment sur l'humeur. Et mon père, en plus, est un mec qui ne mange pas de poisson. Aucun. Rien de ce qui vient de la mer, aucun poisson, etc. Donc déjà, dans les sources d'oméga 3 connues, tu réduis une partie. Bon. Il commence à se supplémenter en oméga 3 avec des bons oméga 3. Et il me dit, très vite, au bout de quelques jours, une semaine ou deux, ça me change la vie. Ça fait plus de saut d'humeur, je suis beaucoup plus stable. Et j'ai une humeur qui est plutôt positive. Et il commence, pour d'autres sujets santé, à s'intéresser vraiment au complément. Il en parlait avec le fameux ami d'enfance qui était directeur de recherche clinique. Ouais. Et en fait, tout part de là. Tout part de là. Et après, pendant des années, le truc se monte petit à petit. Et je crois que tout ça part du fait on achète un stock invendu de très bons oméga 3 américains. Super produits, bonne qualité, etc. Bonne analyse, tout allait bien, mais produits qui se vendaient mal aux US. Et on rachète un stock pour pas cher, en se disant, bon, bah, ça marche pas. Sinon, je vais les consommer, de toute façon, Exactement, je les garde pour moi. Non, mais limite, tu sais, tu te dis, c'est pas grave, je ferai autre chose avec, je les vendrai à pas cher, mais on fait le test comme ça. Et ça se vend super bien. Et donc, on se dit, en plus, c'est d'un côté un projet passion, de l'autre, un truc qui a réellement changé sa vie. Et troisième point, en plus, il y a un marché, donc, entre guillemets, une boîte est viable. On peut monter une boîte là-dedans, c'est viable. C'est-à-dire, c'est pas un faux marché où, entre guillemets, c'est une belle idée, mais c'est pas une bonne idée. C'est-à-dire, c'est une idée sympa, mais ça marchera pas. Et donc, ça part vraiment de là. Donc, c'est marrant que tu t'en parles comme ça, parce que Bah, écoute, c'est ce qui nous relie. le point de départ, quoi. Voilà. Donc, l'importance des oméga 3 aujourd'hui, de se supplémenter en oméga 3. Si on mange pas assez de maquereau, huile d'olive, de poisson gras, etc. Certes, il y a les oméga 3 dans les végétaux, notamment avec l'huile de lin, etc. Mais les oméga 3 de source animale sont indispensables. Et donc, c'est vrai que c'est en plus le krill, donc c'est une petite crevette, c'est ça, hein, donc, Très important qu'elle soit de l'Antarctique. Étonnamment, c'est un critère assez important. et donc ça c'est vraiment ça, c'est c'est- Valérie qui est naturopathe qui m'a dit, écoute, l'oméga 3 l'huile de krill là c'est top, et elle s'en servait. Voilà. Et bah, avec les deux labels qu'on a, Quality Silver, Omega V, pour moi, je pense que tout produit confondu, et pourtant, la gamme sport, c'est mes produits, j'ai tout monté. J'en suis très fier. Et ben, je te jure que je pense que le meilleur produit de toute la marque, pour moi, c'est celui-là. C'est l'oméga 3 Ouais, l'huile de je krill. pense que c'est vraiment la Rolls-Royce de tous les produits. Ouais. C'est Ouais. produit Moi, génial. c'est ouais. Je pense même, tu sais quoi, j'hésite à le faire en 540 gélules, la spiruline, en très gros format. Je trouve tellement bien ce produit que... Donc c'est cela sur lesquels je vais m'attarder, qui vont rentrer dans ma sélection. Avec toujours les informations santé, les informations, voilà, quel est le plus produit, comment, voilà, bien le choisir et pourquoi prendre cette marque également. Donc pour moi, ça fait partie en fait de mon travail, tu vois, de sourcer également de bonnes choses et d'amener les personnes, voilà, à adopter une hygiène de vie. On va tous mourir dans tous les cas, hein. On va tous tomber malades, bien entendu, mais quelquefois on peut se préserver de maladies infectieuses notamment. Il y a plein de préceptes. Moi, j'ai un fameux jus qui fait partie de mon best-of, c'est le jus jaune, tu vois, c'est un extracteur de jus. Avec, c'est mon ami Aton qui est très très fan, qui me fait la pub tous les hivers. En fait, il me dit, grâce à toi, je suis plus malade. C'est 200 grammes de racines de gingembre, 200 grammes de racines de curcuma, une dizaine de citrons, qu'on passe à l'extracteur de jus. On obtient un concentré. Attention, ne pas boire pur, à diluer comme un sirop. Et là, on en prend, je dirais, tous les matins, notamment l'hiver. Et puis, on peut faire des cures régulières dans la journée. Ça fait une couleur, mais juste hallucinante. Même la chimie n'a pas réussi à égaler la couleur de racines de curcuma. Et les racines de curcuma, tu sais qu'au plus elles sont oranges, au plus elles sont concentrées en curculine. Hein. T'as du curcuma chinois qui arrive, qui est quasiment jaune, tu vois. Mais il doit être comme ça, le curcuma, il est orange, voilà. Il est urgent, voilà, orange. Voilà. Ouais. Orange comme ça. Super produit, ça. Donc voilà, mon jus jaune, en fait, c'est voilà, quelque chose qui est vraiment très intéressant. Mais de rajouter aussi du curcuma avec un petit peu de poivre pour mieux l'assimiler. Il y a plein de ouais, il y a plein d'astuces, mais qu'on peut retrouver après dans l'alimentation. On peut se saupoudrer de curcuma. Mais je dis, à un moment donné, il faut de fortes doses. Tu peux pas avec juste une petite cuillère à café, tu vois, de curcuma dans du riz. Non, ça suffit pas. C'est pour ça que pour moi, il y a l'intérêt des compléments, il est là, en fait.
tu as un extrait très concentré d'un truc bien particulier où tu veux aller chercher des effets bien précis. Tout à fait. Mais après, il y a des compléments à prendre à chaque saison. Ah, ça, on est d'accord. Et de même que pour moi, pour ne pas... Le plus important, on le dit toujours, c'est d'aller vraiment au bout de sa cure. Ouais. C'est-à-dire que tu prends un truc qui est censé être une cure de 3 mois, il faut que tu ailles au bout, c'est très important. Et pour éviter de dégoûter les gens, honnêtement, surtout ceux qui se mettent à essayer de faire des pertes de poids très importantes, à avoir une hygiène de vie, de passer de rien à tout, c'est important de ne pas prendre trop de compléments d'un coup, parce que tu te dégoûtes. Quand tu prends 15-20 gélules par jour, c'est limite, tu as l'impression d'être un cheval de course, prendre des médocs toute la journée, c'est très désagréable. Vaut mieux prendre 2-3 produits qui tournent ou en constant, et 1 ou 2 produits tout le temps, tu vois. Ça, 1 ou 2 produits, tu te dis par exemple, je sais pas moi, magnésium oméga 3 toute l'année. Ouais. Spiruline. Spiruline. Et ensuite, tu en as 1 ou 2 qui varient en fonction de la saison, du besoin, de ce que tu ressens, etc. Voilà. Tout à fait. Bon, écoute, je pense que c'était pas mal. Bonne discussion. Ouais.